heureuse d'abord d'accueillir Jeanne Siomachin qui va nous rejoindre dans un instant, qui est là et qui va probablement vous passionner sur ce thème, non seulement l'éducation, mais surtout nos enfants comme personnes, nos enfants dans leur personne, dans leur individualité, chacun différent. C'est ce qui nous concerne le plus, c'est leur avenir. Jeanne en parle mieux que personne. Et puis je suis très heureuse d'être avec Hélène, Germil, Inia. Ce soir, je vais tout de suite leur laisser la parole, d'abord parce que vous voyez, je suis encore pas tout à fait en forme et encore un peu stressée par l'organisation de tous ces événements, parce que c'est important pour nous. Ce live, c'est le premier d'une série de quatre ateliers dans lesquels nous allons enfin, nous avions hâte, vous parler de nos propositions et échanger avec vous sur nos propositions. Ce soir sur l'éducation et la culture, la semaine prochaine sur le cadre de vie et la ville que nous voulons pour demain, la fois suivante, le 30 janvier, sur les questions sociales, et enfin le 6 février sur les questions de gouvernance, d'administration de notre ville, de services publics et de la façon dont nous gérons aussi nos 3000 agents municipaux qui font notre qualité de vie au quotidien, qui sont les agents de la collectivité. Voilà pour les 4 labs que nous organisons à partir de ce soir. Merci à Éric Patéron de nous accueillir, le directeur de l'école, et pas n'importe quel directeur, puisque à Nanterre, M. Patéron a accompli énormément pour les enfants, pour les parents. Je crois que tous s'en souviennent. Dans les parents qui ont eu le bonheur d'avoir leurs enfants dans cette école, il y en a quelques-uns dans la salle, pour tout ce que vous avez accompli aussi en termes d'expérimentation. Cette école est une école pilote. Elle a souvent servi les ministres de l'Éducation nationale successifs qui sont régulièrement passés dans cette école pour regarder ce qu'il se faisait. Bravo, on va parler des initiatives que nous pourrons faire et certaines pourraient s'inspirer de ce que vous avez fait ici. Donc merci, et c'est symbolique que nous soyons avec vous ce soir pour nous accueillir. Et puis, je vais laisser la parole à votre future équipe municipale, en commençant par Hélène. Et Hélène, c'est pas un mystère, si nous gagnons, serait votre future adjointe en charge de l'éducation et de la culture. Un peu de pression. Et vous allez maintenant écouter nos propositions et écouter cette belle équipe que je suis très heureuse d'animer. Normalement, je devais vous annoncer les 4 dates pour les laboratoires. Vous avez sur vos chaises les petits papiers et Camille vient de vous les redire. Juste, je voudrais vous donner en bonne maîtresse d'école les règles du jeu de la réunion de ce soir. Vous m'entendez ou pas? Non. Non, pas du tout? C'est bon, il faut parler pour le fond de la salle. Alors là, ça marche? Oui. Ça marche vraiment? Bon, alors voilà. Donc, je voulais juste vous montrer que ici, derrière moi, Estelle et Clément sont là pour prendre un peu, faire les scribes du soir et prendre un peu le verbatim de tout ce que nous allons échanger. C'est pas bon. Ça ne marche pas. Mais si, vous m'entendez? Ah, ça va, ça va. Et avec celui-là? Et le micro fut alors. Et le micro fut. Donc voilà, Clément et Estelle. Et puis ici, normalement, mais en ce moment, elle s'occupe du micro. Marie va s'occuper de retranscrire en particulier vos questions et de les classer par thème. Donc on va prendre vos questions et puis on va les afficher comme ça sur l'écran pour que, si jamais vous n'avez pas bien entendu, au moins vous visualisiez les questions. D'habitude, dans ce genre de réunion, on prend les questions et puis comme on est des magiciens, vous savez, dans la politique, les gens sont des magiciens. Et on vous pose une question et dans l'instant, on vous donne la réponse. C'est formidable ça. Nous, dans notre équipe, on n'est pas trop comme ça, c'est-à-dire qu'on se dit que c'est bien de donner des réponses instruites, réfléchies, et puis de donner la parole aux gens compétents. Donc la méthode de ce soir, c'est que à chaque fois que on va changer de parole, de micro, il y aura un nouveau porte-parole, je prendrai le temps de prendre des questions. Vous avez des papiers sur vos sièges, vous pouvez écrire la question, et puis vous tendrez la main, et il y aura des petites magiciennes et des petits magiciens qui viendront récupérer votre feuille et les transmettre à Marie qui les retranscrira sur le mur. Et puis vous aussi, vous pouvez poser la question à l'oral, et de la même manière, on la retranscrira. Une fois que tous les 3 intervenants seront passés, on prendra les questions par thème. Et par pas mal d'entre nous,
on préparait, on travaillait, je pense que c'est une de nos forces à Nanterre ensemble, on travaillait pour justement vous donner des réponses instruites et pas hasardeuses, et pas langue de bois, et pas marchande de tapis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, l'idée c'est ça. Vous allez voir, ça va se passer très bien. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut que je fasse l'effort de sourire, parce que figurez-vous que nous sommes en direct sur Facebook. Alors je vais sourire un peu plus. C'est bien Facebook parce que ça nous permet de rejoindre tous ceux qui n'ont pas pu venir, tous ceux qui sont indécis, qui ne savent pas trop, puis quand même venir à une réunion électorale, c'est pas trop leur truc. Moi, la première, aux élections précédentes, jamais je serais venue à une réunion publique comme ça. Donc voilà, donc Facebook Live, c'est notre chance. Je m'adresse aux gens de Facebook, comme à la télé, posez vos questions. On ne va pas répondre dans l'instant, mais je vous assure, ça je m'en porte un peu garante, on répondra vraiment à toutes les questions, à part les très méchantes et les inutiles, mais vous voyez aussi ce que je veux dire. Alors un petit mot, une fois que j'ai donné les règles du jeu, sur nos grands axes. Vous avez eu dans vos boîtes aux lettres le 4 pages, vous allez bientôt avoir le programme. Il me reste plus que 2 minutes 30 pour vous présenter un peu nos grands axes, mais pendant que je vous présenterai nos grands axes, je vais en profiter pour citer ceux qui d'entre nous vont répondre de notre programme. Il n'y a pas que Camille Bedin dans notre équipe qui répond à tout, qui est capable de répondre, plus exactement. On est toute une équipe. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que notre action veut se fonder sur cette idée qu'on ne va rien s'interdire, on va pouvoir imaginer, créer des nouvelles choses. On va arrêter de ne pas avancer, et on va essayer d'inventer des nouvelles choses. Il y a vraiment cette idée de créativité, d'intelligence collective. Et à l'école, il y a plein de choses. Ça ira de la cantine, au cours, à la végétalisation, au programme, à des challenges d'imagination, etc. On a plein d'idées, les autres aussi, mais l'idée c'est créativité et intelligence collective. Donc là, si je parle de créativité et d'intelligence collective, évidemment, Dounia va vous en parler, Jamil va vous en parler au moment du sport. Il y a vraiment quelque chose là de très fort parce qu'on veut être un peu pilote, on osera des choses. Et aussi, c'est très important, je pense que ce sera dans les autres laboratoires, on s'engage à une sorte de culture de l'évaluation, c'est-à-dire qu'on ne va pas... Donnez-nous 6 ans. Moi je dis souvent, voilà, ça fait un petit moment qu'ils sont là, les gens en place. Donnez-nous 6 ans et nous on va répondre une à une tous les ans ou tous les 2 ans selon les sujets évidemment. On va répondre de notre action. Donc ne rien s'interdire, oser, créativité, dynamisme, tout ça, tout ça. Ça ira aussi dans l'entreprise, le rôle de l'école par rapport à la ville. Là, Dominique Vendette, Irlac, qui va bientôt arriver, répondront de ces questions. Je voudrais aussi vous dire que le programme de Nanterre Ensemble en matière d'école va vraiment toujours faire du lien, de la transversalité entre effectivement l'environnement, la culture, toutes ces questions-là, tous avec nos responsabilités différentes, la jeunesse, l'égalité des chances, la solidarité, les associations. Je vois les visages de certaines de notre équipe et ça m'inspire parce qu'on va travailler vraiment ensemble de manière transversale. L'intelligence collective, c'est sans doute un peu le maître mot de notre affaire. Et là, bien sûr, je vais vous parler, je donnerai le micro à Françoise qui vous parlera de petite enfance, mais pas que, de manière de travailler ensemble, de essayer de mieux vivre ensemble, plus tranquillement, moins agressivement. Et c'est à l'école que ça commence, ça, mais pas que. Dans tous les secteurs de nos familles, de nos communautés éducatives. Je voudrais aussi parler de la fragilité. Donc vous m'avez peut-être pour certains entendu au lancement de la campagne. La fragilité pour moi c'est ce qui m'habite, c'est mon idée fixe. C'est-à-dire qu'à l'école, il faut prendre en compte le plus fragile, celui qui est différent. Et celui-là, il a le droit d'être heureux et il peut être heureux. Et là on a Jeanne qui va nous parler très bien de ça, mais aussi Jamil, de cette idée. La première question que je vais lui poser, elle est toute prête, je suis très impatiente, c'est est-ce qu'on peut être heureux à l'école ? Est-ce qu'un élève peut être heureux à l'école ? Est-ce qu'on a le droit d'être heureux à l'école ? Et ça, c'est tout un pan comme ça de notre projet.
Et puis, il y a aussi toute l'idée de formation professionnelle, parce que l'école, ce sont des élèves, mais ce sont aussi des familles. Des parents inquiets de la fragilité de leurs enfants, du parcours scolaire, etc. Vous êtes parmi vous tout plein de parents qui s'inquiètent un peu de la fragilité de leurs enfants, de la fragilité de leurs parents. Donc voilà, on est tout plein de gens devant vous. Camille, évidemment, va répondre à essayer d'aborder ces grands axes de notre programme. Alors, on va partir. Le premier qui va parler, évidemment, c'est... Bon, alors, on a une équipe de fortes femmes, mais on a quelques hommes quand même assez brillants. Et voilà Jamil. De forme dans quel sens Forte femme, comment te dire. Donc Jamil va être en charge des questions, évidemment, tout le monde le connaît, cet homme-là, de sport. Quel lien, Jamil, tu veux faire avec nous entre l'école et le sport? Techniquement, tu as 5 minutes. À 3 minutes, je te dis il y a 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, je te coupe le micro. Merci. Applaudissements pour Hélène. Alors, ce n'est pas... C'est vraiment une réalité. Elle a oublié de se présenter. Hélène est ancien professeur d'éducation. Donc, c'est pas... Voilà, elle n'est pas là à donner des ordres comme ça. C'est vraiment un ancien professeur. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu à la baguette. Pour en revenir à la question, le lien avec le sport, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, notre projet, le cœur du projet, c'est l'éducation. Et c'est essentiel pour nous que vous compreniez que ce cœur de projet est important pour nous pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans des façons d'être, à savoir l'éducation est là, la sécurité est là, la jeunesse est là. Et en fait, notre équipe va décloisonner tout ça. C'est-à-dire qu'on va créer une certaine transversalité entre tous ces pôles. Je veux absolument qu'on comprenne qu'on doit s'autoriser à être vraiment intéressé par l'éducation pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, la sécurité, aujourd'hui c'est un gros sujet, on doit respecter les forces de police. Et pour respecter les forces de police, il faut savoir s'éduquer, il faut savoir se respecter. Et ça vient de l'éducation. Il faut savoir aussi, par l'intermédiaire du sport et par l'intermédiaire de la culture, on peut éviter aussi le décrochage scolaire. Alors aujourd'hui, malheureusement, il y a une statistique qui nous fait mal au cœur ici à Nanterre, 35% de nos gamins arrêtent l'école après le brevet. Et ça, c'est une donnée que personne n'a aujourd'hui, qu'on ne connaît pas, c'est l'INSEE. 35%, c'est énorme. Pour moi, ça me choque. Vous êtes tous pratiquement parents d'élèves, et je veux changer cet état de fait grâce à cette équipe et grâce à ces décisions qu'on va pouvoir mener dans le futur. Ce décrochage scolaire, eh ben aujourd'hui, on doit donner une opportunité à nos gamins de se dire, le matin, on va à l'école, et l'après-midi, pour pas qu'ils décrochent, ils vont faire du sport, ils vont faire du rugby, ils vont faire du basket, ils vont faire de la culture. Et on va travailler ensemble avec le pôle éducation, avec le pôle sport, avec le pôle jeunesse. Et on va même aller plus loin, on peut même travailler avec le pôle senior. Car aujourd'hui, on veut vraiment créer une transversalité entre tous ces pôles. Alors vous allez me dire, pourquoi aujourd'hui et pourquoi maintenant? Parce qu'on a pris conscience que si on ne bougeait pas, eh ben, on n'allait pas avancer. Et il faut avancer. Et c'est le seul moyen aujourd'hui, grâce à cette équipe, de pouvoir se dire qu'on a l'opportunité de faire bouger les choses. Ensuite, il y a une chose que vous devez savoir, en 2024, on va bientôt être aux Jeux Olympiques. On est site olympique. On va avoir la gymnastique, on va avoir la gymnastique rythmique et sportive, et on va avoir le trampoline. Et aujourd'hui, on a besoin de créer ce lien. Quelles sont les 3 valeurs de l'olympisme? L'amitié, le respect et l'excellence. C'est exactement ce qu'on veut dans notre éducation. Et ça passe aussi par le sport. Aujourd'hui, le sport, il est vecteur de ces valeurs-là. Il est vecteur d'avoir une nouvelle dimension psychologique, une nouvelle dimension de bonheur, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous libérer grâce au sport. Et la culture, ce n'est pas que le sport. Maintenant, la possibilité qu'on a aujourd'hui, c'est que je ne vous ai pas parlé d'un élément qui va changer notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de quoi? C'est pas une petite pub que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est l'environnement. Aujourd'hui, on doit développer un sport éco-responsable. C'est-à-dire, c'est qu'on doit inculquer à nos enfants que le fait de faire du sport, le fait de faire des manifestations sportives, on doit avoir cette donnée environnementale qui doit être dans la transformation énergétique.
Et on doit aussi faire en sorte que l'environnement fasse partie intégrante de notre politique éducative. Donc, quand vous avez le sport, l'éducation, l'environnement, ben vous avez un joli cocktail. Et ce joli cocktail, on veut le faire ensemble avec vous. Voilà. Merci, messieurs, dames. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je voulais... Tu sais, hier, on a parlé d'échecs. Oui. Tu m'as dit quelque chose du sport et de l'échec? Ah ben, j'adore, vous savez que je suis dans le monde du basket, et pour moi, le mot que j'adore, c'est rebond. Il faut savoir rebondir, et on doit rebondir. C'est pas parce qu'on a été manqué une épreuve du bac, c'est pas parce qu'on a été mauvais à l'école, on peut tout de suite rebondir. Et ça, c'est une question de motivation, c'est une question d'envie, c'est une question de volonté. Et cette volonté, elle doit être d'abord politique, elle doit venir de nous d'abord. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se dire, je viens de vous dire le constat, il y a 35% de gamins qui arrêtent après le brevet. So what? Qu'est-ce qu'on fait? On reste là, on bouge, on laisse passer, on reste encore dans les données statistiques de la ville la pire du 92. Ce n'est pas notre intérêt. Aujourd'hui, il faut se bouger. Et se bouger, c'est aller de l'avant. C'est proposer des choses. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on doit peut-être faire une école de la seconde chance. On doit, avec Dounia, tout à l'heure, on va en parler, réinsérer les gamins dans le système éducatif. Il y a des choses, mais on ne les a jamais essayées. Et aujourd'hui, nous, on veut se dire qu'on peut les faire. Donc, on va tous donner les moyens de faire ce changement pour qu'on arrête d'avoir ces statistiques catastrophiques, de se dire que 35% de nos gamins arrêtent après le brevet. C'est inadmissible. Ah, oh, merci. Merci. J'imagine que ça commence à trotter dans vos têtes. Peut-être que certains ont commencé à écrire des questions sur le papier. Allez-y, si vous l'avez fait discrètement, vous ne voulez pas le faire maintenant. Vous montrez le papier, il y aura bien quelqu'un parmi nous qui va venir le chercher. Est-ce que je peux prendre tout de suite quelques questions entre ce que je vous ai dit, peut-être une petite introduction de Camille, et puis surtout ce que vient de nous dire Jamil. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des colères, quelque chose comme ça? Madame. La question sur ces constats de difficultés scolaires à Nanterre, le besoin d'améliorer les... Voilà, mettez-vous plus près. Plus près. Ma question, c'est comment on fait en tant que municipalité pour agir sur le système scolaire? Voilà. Alors, pour reprendre la question de madame que vous n'avez peut-être pas entendue, c'est comment une ville, une municipalité, peut faire changer les choses à l'école. Est-ce que... Moi, on m'a dit souvent, oh non, mais ça c'est l'éducation nationale, tu ne pourras rien faire. Oui. Ces questions-là, oui, donc on la garde. Elle est super, je l'adore. Enfin, C'est ce qu'on se dit. Voilà, c'est souvent ce qu'on se dit, n'est-ce pas? Vous voulez formuler la question un peu autrement? Non, c'est juste en fait. Moi aussi, en fait, je. Mettez le micro Mettre contre le appuyé menton. à votre menton. Oui. Donc, moi aussi, je me pose la question, je me dis, c'est vous gagnerez aux élections Reculez pas, municipales. comme ça. Si vous gagnerez aux élections municipales, donc je voulais savoir c'est quoi les solutions que vous adopterez ou les changements qui seront en fait que vous proposerez. Oui, Voilà. vous voulez Donc, des c'est ça. exemples précis, Voilà, pratiques, précis. pragmatiques. Parce que 35% d'échecs, Oui. c'est vraiment effrayant, c'est tout court effrayant. Oui, 35% c'est pas possible. Je me rendais pas compte que c'est C'est 35% beaucoup. d'échecs. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme à long terme. Comment on fait, Madame Demande, en tant qu'élu, pour faire baisser ce chiffre tragique de 35% de réussite au brevet, d'élèves, oui, voilà, vous avez compris. Comment on agit? On est plusieurs à répondre. On la note, Marie, et puis on revient après. Une troisième? Monsieur? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien, vous êtes Magnifique. très fort. Le menton comme ça, là. Mohamed, quartier République. Ouais. Je suis nouveau nantérien, ça fait 2 ans. Bienvenue. Je voulais rebondir sur monsieur. C'est le cas votre de dire. prénom. Jamil. Jamil, voilà. Le rebond, je voulais citer une citation de Nelson Mandela, Ouais. justement sur la notion d'échec, toujours d'échec, qui disait soit on gagne, soit on apprend. Voilà. Ça, c'est une belle phrase en fait pour introduire. Soit on gagne, soit on apprend. On apprend. Ouais, j'ai un frisson. Voilà.
On ne perd jamais, on apprend toujours. Voilà, tout à fait. Et donc vous avez cité un gros chiffre, c'est de l'INSEE, hein, c'est ça vos sources, 35% sur Nanterre ou sur Nanterre. Sur Nanterre. Eh ben, et donc moi je voulais justement souvent sur la notion d'échec scolaire, c'est les enfants ils prennent des modèles. Qui sont ces modèles-là? Souvent c'est leurs parents, souvent qui sont au chômage, gros taux de chômage. Moi j'étais à un moment donné, j'étais professeur vacataire, Oui. j'avais un gamin qui venait tout le temps en retard. Ouais. Pourquoi? Il n'allait jamais à l'école parce que son père, il ne voyait pas son père aller au travail. Et ça, c'est très important pour un gamin. Le matin, quand il voit voilà, son père ou sa mère qui va au travail le matin, se lever tôt le matin, etc. Et quand il le voit en train de dormir, ben, qu'est-ce qu'il se dit? Moi aussi, je ne vais pas aller à l'école. Et donc, pratiquement, comment allez-vous faire sur Nanterre, justement pour susciter ce dynamisme-là et faire le lien pour que l'école devienne un plaisir d'apprendre, de s'exprimer et je dirais d'aller encore plus loin, d'aller sur des classes d'excellence et de faire des ponts, des passerelles entre l'école, l'université, etc., etc. On a plusieurs éléments de réponse. Très bien. Alors ça va être frustrant, mais on va attendre d'avoir toutes les questions pour les regrouper. Je pense que vous êtes Merci plusieurs à à aller pas trop loin. Si vous voulez bien me poser les questions par papier, je voudrais maintenant donner la parole à mon deuxième... Oui, mais on avait dit 3 questions. Moi, je respecte les règles. Notez sur les papiers, vraiment. En fait, l'idée, c'est de gagner du temps, un maximum, vraiment répondre à un maximum de vos questions. Saisissez-vous des petits papiers. Alors, notre deuxième collègue, c'est Dounia. Beaucoup la connaissent, là. Dounia, à toi. Pareil, 3 minutes. Je te dis 4 minutes, attention, 5 minutes, je t'enlève le micro. Bonsoir à tous, merci d'être présents aujourd'hui aussi nombreux. Je suis très contente et je vous en remercie. Et ça prouve encore une fois que l'éducation qui est au cœur de notre projet est au cœur de vos attentes. Mais quel défi! L'enjeu est grand. Alors, si vous me permettez, je vais vous raconter ma petite histoire pour commencer. Ceux qui sont présents en sont déjà témoins et ceux qui ne me connaissent pas, je vais la partager avec vous ce soir. Alors, je suis Dounia Barak, j'ai 28 ans, je suis nantérienne depuis toujours. J'ai fait ma maternelle à La Fontaine, puis Robespierre, le collège Évariste Galois, mon lycée à Joliot-Curie, pour enfin sortir diplômée d'un master en droit pénal et sciences criminelles à l'université de Nanterre. Bref, vous l'aurez compris, je suis un pur produit nantérien et j'en suis très fière. Et ça peut peut-être reprendre ce que vous disiez, Mohamed. C'est l'ambition qu'on a ce soir et on va y arriver. Et avant, si je suis là ce soir, c'est parce que j'ai eu la chance de croiser le chemin de Camille Bedin. Je vais lui faire une petite déclaration. Et quand je parle de chance, je pèse mes mots. Et vous allez comprendre après pourquoi. Donc c'était il y a 5 ans, avec son association Ambition Campus, un projet qu'elle a porté avec son mari, et qui avait donc pour objectif de préparer les jeunes de banlieue au concours de grandes écoles. Et donc Camille m'a préparé donc à réussir mes études supérieures de droit. Et donc je ne suis pas la seule aussi ce soir à avoir bénéficié de ses coachings, donc son aide. Elle m'a aidé à voir loin, à repousser les limites de mes ambitions. Et c'est aussi pour ça que je suis là, pour participer avec elle au projet municipal et avec notre belle équipe. Donc, vous l'aurez compris, je suis très contente et très très fière aujourd'hui de l'accompagner dans ce projet, d'essayer de faire changer les lignes pour nos jeunes, pour nos enfants et pour aider aussi nos parents. Dounia, oui, je devais t'interroger. Qu'est-ce que tu vois quand tu vois Nanterre aujourd'hui et les jeunes de Nanterre? Le constat, la vision, qu'est-ce que tu vois? Alors, moi, j'ai grandi à Nanterre. Je connais les problématiques des jeunes nantériens. Je travaille encore avec des jeunes, que ce soit de Nanterre ou même d'autres banlieues. Et malheureusement, le constat et les chiffres que mon ami Jamil et collègues a donnés sont vrais. Et on est légèrement plus au-dessus que la moyenne nationale qui est à 33%. Donc, quand on regarde ça et quand moi-même je regarde qu'il y a 33% de nos jeunes en banlieue qui aspirent à faire des études supérieures, je me dis que c'est pas possible. Et on a cette culture-là, en fait, en banlieue, où les jeunes s'auto-limitent.
Les jeunes rêvent mais s'auto-limitent. Ça, c'est ce que j'ai pu constater. Et si je suis là devant vous ce soir, j'en suis la preuve vivante. On peut rêver, on peut repousser les limites, il faut travailler. C'est vrai, il faut s'accrocher, il faut fournir 2 fois plus que les autres. Quand on est en banlieue, on n'a pas forcément la bonne configuration familiale, on n'a pas forcément les outils qu'il faut. Donc c'est vrai, ça demande un vrai mental. Et aujourd'hui, si je suis là et avec l'équipe, c'est que je souhaiterais accompagner donc ces jeunes. Aujourd'hui, nos jeunes décrochent, abandonnent, pas par manque d'envie, ça j'en suis convaincue, mais par difficulté. Et donc, il y a une main qui doit leur être tendue. Moi, j'ai eu la chance d'avoir celle de Camille quand elle passait à Joliot-Curie. Et j'aimerais que ces partenariats, que ces liens, que cette coordination soient ouvertes dans toute la ville, que tous les jeunes puissent en profiter. Alors, ça ne veut pas seulement dire que nos jeunes doivent forcément faire des études supérieures comme le mien, comme mon parcours, pardon. On peut être dessinateur. Moi, j'ai mon petit frère qui rêve d'être dessinateur et j'en suis très très fière. On peut rêver de faire de la médecine, comme ma petite Farah. On peut rêver aussi, et puis le rêve s'est réalisé avec ma meilleure amie qui est enseignante maintenant en histoire géo. Il y a des entrepreneurs, il y a des informaticiens. Il y a plein de métiers. Pour moi, j'en suis convaincue, il y a une palette de métiers et il y a une diversité et de gros talents à Nanterre. Il faut juste les aider et les pousser à rêver plus loin, plus haut. J'ai tendance à dire aux jeunes que je côtoie, sky is the limit. Donc le ciel, c'est la limite. Et donc, je suis là aussi pour ça. Dounia, une dernière question qui te reste une petite minute. Dis-moi. Tu m'avais dit de te relancer sur un mot, et solidarité. Oui, la solidarité. On est une ville qui a un riche tissu associatif, mais elles ne peuvent pas endosser la responsabilité toute seule. On a plein d'associations qui font un boulot formidable. J'ai mon petit Bilal ici qui est président de l'association Frères et Sœurs de Cœur et donc qui agit auprès des personnes en situation de grande précarité et qui prend avec lui sous son aile beaucoup de jeunes qui l'aident au quotidien. Et il y a d'autres associations aussi qui aident les jeunes sur le soutien scolaire, la recherche de stage, la recherche de premier emploi, l'entraînement sur les premiers entretiens d'embauche. Et moi, j'aimerais coordonner le travail avec toutes ces associations, les institutions aussi, parce qu'à Nanterre, on a beaucoup d'institutions qui sont là. On a la Chambre de commerce et de l'industrie, on a la Chambre de l'artisanat, on a la Maison de l'emploi et de la formation, mais ça manque de liens. Et ça manque cruellement aussi d'efficacité, parce que si tout cela était coordonné et qu'il y avait un réel lien, les décrocheurs ou les jeunes en situation de difficulté seront pris en main plus rapidement. Un dernier mot? Mon dernier mot? Qu'est-ce que c'est ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est que j'aimerais que tous nos jeunes nantériens rêvent, ne se limitent pas pour tous les métiers. Vous avez du talent. Il y a quelques jeunes ici, vous avez du talent. Pour les parents aussi, surtout, vos enfants ont du talent. Ce n'est pas parce qu'ils viennent de Nanterre qu'ils doivent se limiter. Il n'y a pas des métiers qui sont faits pour les Nantériens et pour les gens du 16e. La preuve, j'ai visé les écoles, les études de droit pour me lancer dans l'avocature. C'est un métier qui est noble, mais ce n'est pas fait uniquement pour les enfants de directeurs, etc. Moi, ma maman, elle était femme de ménage, et j'en suis très fière. Mon papa ici est dessinateur et je m'en suis sortie et j'essaye de m'en sortir tous les jours et j'en suis convaincue que tous nos jeunes peuvent s'en sortir dans n'importe quelle discipline. Merci, Julien. On est reparti, ça commence à chauffer. Alors, vous avez des questions, je suis sûre. On y va. Madame, oui. Alors, on y va. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci à Camille Bedin de faire des ateliers et puis des rencontres citoyennes avec nous tous, car comme elle disait à l'instant Dounia, moi aussi je suis nantérienne, j'ai une grande histoire d'amour, j'étais orpheline, j'étais abandonnée, j'ai pas connu mes parents malheureusement, j'étais adoptée et depuis 78 je me bats au quotidien à Nanterre pour faire valoir l'égalité, la fraternité et tout ce qui suit. Et en fin de compte, j'ai remarqué que sur l'insertion du travail social, il y a toujours des hauts, des bas, donc je me bats quotidiennement. J'étais chef d'entreprise, j'ai essayé de créer mon rêve, comme Dounia expliquait avec la Chambre des métiers. J'ai fait 2 ans d'exercice, mais ça n'a pas marché parce qu'il faut bien sûr les moyens. Et aujourd'hui, je me pose une question par rapport à tout ça.
J'ai grandi dans une cité qui s'appelle Le Bateau, qui a été détruit. Et même si on vient de la rue ou peu importe, d'un autre pays, on peut se réinsérer et comme Jamil l'a dit, on peut rebondir. Et moi, ma question pour les jeunes aujourd'hui, Oui, j'allais vous le demander. voilà, Votre question. j'en reviens, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour nos frères, nos petites sœurs, nos petites sœurs, nos petits neveux, nièces, peu importe, pour la prévention, pour lutter contre les produits stupéfiants et qu'ils puissent aller à l'école et faire du sport. Très bien. Voilà. Très bonne question. Est-ce que quelqu'un veut décliner autrement des questions? J'étais en train de penser que les difficultés, c'est parfois des enfants qui sont en difficulté parce qu'ils ne sont pas dans le bon tempo, on va dire ça. Il y a des enfants qui vont trop vite aussi et à qui on ne sait pas s'adapter. Donc il y a vraiment quelque chose, la musicienne que je suis, dit qu'il y a quelque chose dans la partition à ajuster. Il y a de l'oreille pour ajuster la partition à avoir. Je donne un premier élément de réponse, mais monsieur. Oui, bonjour. Thierry Lounis, je suis du Mont-Valérien. J'ai habité le quartier. Un peu plus fort peut-être? Pardon? Vous pouvez parler un peu plus fort? Oui. Merci. Le micro, c'est le volume. Non, c'est Donc, bien. voilà, si on part, si on part du postulat que c'est l'éducation, Le cœur de notre voilà, projet. que le cœur du projet c'est l'éducation, moi je pense qu'on se trompe. On se trompe royalement. Pourquoi? Parce que l'éducation, c'est pas l'école. L'éducation, c'est à la maison. À l'école, c'est l'instruction. Donc, l'école, elle est là pour compléter l'éducation. Et en aucun cas, l'école est là pour l'éducation. S'il y a 35% d'élèves qui ne réussissent pas, c'est pas la faute à l'école, c'est la faute aux parents chez eux. Pourquoi? Pourquoi? Si vous êtes d'accord avec moi. La seule chose à faire, si vous êtes d'accord. Allez jusqu'au bout de votre question. Voilà, non mais déjà pour commencer, c'est ça, c'est que faut faire la différence. Il ne faut plus parler d'éducation, il faut parler d'instruction. L'éducation, c'est pas l'école, jamais l'école. Quelle est votre Moi, question? personnellement, c'est pas l'école qui a fait l'éducation, la mienne ou celle de mon fils. C'est moi qui ai fait son éducation. Et l'école a fait son instruction. Maintenant, il y a une seule solution, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Oui. pour réussir. Pour réussir. 3 choses avec l'école. Sport, culture, loisirs. C'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc votre mais question, c'est est-ce qu'on est sport et est-ce pas que culture? vous proposez avec l'école Ouais. aux enfants, C'est comment dire, l'articulation. ne pas les laisser désœuvrer ce qu'ils vont faire? Est-ce que vous proposez quelque chose parallèlement à l'école? Oui. Du sport, de la culture et du loisir parallèlement à l'école. C'est-à-dire que dès que l'enfant sort de l'école, Oui, oui. il a quelque chose à faire. Il a soit du sport, soit du loisir, soit de la culture. C'est la seule solution. Moi, je vous en parle en connaissance de cause. Mon fils, il a vécu dans les quartiers ici, avec de la drogue, avec du trafic à 6h du matin, avec 100 flics ici, pendant des années, et des années, il a fait les meilleures écoles. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai fait l'éducation. C'est pas l'école. On prend cette question, je pense qu'on est plusieurs. Moi, la première, là, je vais peut-être m'en garder un petit peu, celle-là. Très bien, merci beaucoup. Hein. Une autre. Par là. Attendez. Bonsoir. Donc du coup, je vous ai écouté avec attention. Oui. C'est vrai que le constat que vous dressez, il est quand même assez fataliste, mais je suis d'accord. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui délaissent les études supérieures, qui ne veulent pas viser plus haut. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui restent dans une sorte de communauté où on se dit que quand on est à Nanterre ou quand on est dans une banlieue ou qu'on vient d'une cité, on ne peut pas aller plus haut parce qu'on va être victime de discrimination, on va être victime de racisme ou des choses comme ça. Et moi, ce que je me demandais en fait, c'est qu'est-ce que vous envisagez de mettre en place justement pour que les jeunes puissent viser plus haut et s'intéresser donc aux études supérieures. Ouais, très bien. Merci. Une autre, madame? C'est la troisième. Saisissez-vous des petits papiers. Hein. Je vais dire quelque chose dans la suite là, de ce que monsieur vient de dire. En fait, ce qui est assez frappant à Nanterre, c'est aussi une forme d'enfermement. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans son quartier, que les quartiers sont quand même souvent des sortes de ghettos. Enfin, le terme n'est pas très bien choisi, mais il y a une forme d'enfermement. Et je me demande, en fait, quand on est... Alors,
il y a aussi un enfermement qui est lié au système français, hein, qui fait qu'on habite tel quartier, donc on va dans tel collège, et on reste dans son quartier, et on est enfermé dans son quartier, on est enfermé dans son groupe de copains, hein, qu'on choisit à un certain moment pour des raisons, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour essayer de lutter contre cet enfermement, qui est à la fois le fait des jeunes, des enfants, dans les relations qu'ils ont, mais qui est aussi le fait d'être assignés à résidence. On va parler de liberté, là. Allons-y. J'en ai posé 3 déjà. Donc, les petits papiers, continuez à réfléchir pour la suivante. Maintenant, alors là, on va accueillir Jeanne. Jeanne. Oui, mais accueillir au micro. Jeanne Siopachin, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui viennent sur son nom aussi, sur Nanterre Ensemble, mais sur son nom. Moi, je suis très contente, j'en profite un peu pour te remercier d'être là. J'ai une première question, parce qu'on a échangé un petit peu. Et là, tout de suite, c'est pas réussir qui intéresse ce jeune, c'est être heureux. Est-ce que tu peux me dire si on peut être heureux à l'école? Un élève peut-il être heureux à l'école? Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. C'est ma première surprise partie. Donc oui, c'est une surprise. Et oui, je prends le parti d'être là parce que je trouve, par amitié pour Camille Bedin et parce que c'est évidemment un sujet qui m'importe. L'éducation au sens large, quels que soient les lieux où cette éducation se joue, parce que c'est ça qui est important. Et évidemment, la question que me pose Hélène est une question piège. J'ai accepté qu'elle me la pose. Et très tranquillement, je vais pouvoir répondre que oui, oui, oui et oui, on peut être heureux à l'école à partir du moment où on se souvient et où on accepte de se souvenir qu'est-ce que c'est qu'un enfant. Parce qu'on oublie ce qu'est un enfant. Un enfant, qu'est-ce que ça fait dans la vie d'abord et avant tout? J'en ai vu un petit aujourd'hui de 5 ans. La maîtresse me l'envoie, c'est pas un enfant de Nanterre, je ne suis pas... Alors j'ai appris ce soir qu'on disait nantérien. Moi sur mon post Facebook j'ai écrit nanterroise, que je n'étais pas nanterroise, donc je ne suis pas non plus nantérienne, mais quand même, tout d'un coup j'ai réalisé en arrivant ici que j'avais fait mes études de psycho à Nanterre quand même. Donc je suis un peu d'ici, voilà. Donc ça c'est dit. Je peux te demander de te lever? De me lever? Ouais, parce que ceux qui sont en fond, ils te voient pas. Je suis pas sûre que ça fasse une énorme différence, hein. Mais je le fais très volontiers quand même. Hein, voilà, donc ceux du fond me voient mieux, ou pas. En tout cas, ce petit garçon de 5 ans que j'ai vu aujourd'hui, hein, donc cet après-midi, sa maman me l'amène parce que ça fait 2 maîtresses qui l'ont sollicité. Parce que cet enfant, eh ben, imaginez-vous, il a 5 ans, eh ben, la seule chose qu'il aime faire à l'école, un truc de dingue, cet enfant, il aime jouer. Eh ben, ça ne va pas du tout. Parce qu'à 5 ans, on ne joue pas à l'école quand on est en grande section maternelle, on doit remplir des cahiers d'évaluation. Et ce petit Hector me dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, il y a des gens qui vont des signes. Ah, souris. Et l'air surtout intéressé à ce que je dis. Voilà. Et donc ce petit garçon, ça va pas du tout parce qu'il me dit, alors moi, j'aime pas trop les chiffres. Mais il a 5 ans. Il a 5 ans. Et en fait, la maîtresse, elle se demande si elle va pas le faire redoubler. Non. Non, mais je vous assure. J'ai des témoins, enfin, les parents. Parce que elle se demande s'il va être prêt pour le CP. Et donc j'ai expliqué à cette maman, enfin des tas de choses, je ne vais pas vous refaire la consultation, vous en fichez, ou pas. J'ai expliqué à cette maman que en fait, ce qui se passait, c'est qu'évidemment, il y a une pression énorme qui pèse sur les épaules de tous, une pression qui pèse sur les épaules des parents, bien évidemment, parce que vous savez, quand on est parent, tout d'un coup, on vous dit, alors maintenant, ta mission, puisque tu l'as acceptée, c'est que ton enfant réussisse. Et bien évidemment, dans notre culture, réussir, ça veut dire réussir à l'école. Et si vous avez un enfant qui est en difficulté, eh bien vous avez honte et vous vous sentez coupable en tant que parent. Parce que la première chose qu'un parent demande à un autre parent
quand vous le rencontrez en particulier à la sortie de l'école ou à un goûter ou à n'importe quoi, c'est alors, et ton fils à l'école, comment ça va? Et si vous avez un enfant qui a un problème à l'école, eh ben vous vous sentez, je sais pas si on a le droit de dire ça, dans la merde. On peut dire ça? Parce que c'est ma surprise partie, donc comme c'est ma première surprise partie, donc je sais pas ce qu'on peut dire. Alors, en tout cas, on se sent coupable, on se sent pas bien, et on se sent tout renfrogné parce que il y a une espèce d'équivalence. Être un bon parent, c'est avoir un enfant qui réussit à l'école. Sinon, vous avez loupé votre mission de parent. Alors bien évidemment, comme disait monsieur, ah, vous n'avez pas le droit de parler pendant que je parle de vous. Alors, c'est vous, oui, voilà. Quand vous disiez que, bien sûr, ça passait par la famille, mais en même temps, c'est tout un système. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de système éducatif. C'est ça le principe. Et donc, ce qui est important... Ah non, vous ne croyez pas que je vais vous laisser la parole. Non. Et donc, ce qui est important, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir se remettre au centre de ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire des enfants. Donc un enfant, le principe d'un enfant qui apprend la vie, qui rencontre la vie, qui tente de comprendre la vie, qui tente de s'approprier la vie, c'est de jouer. Et jouer, ça veut dire quoi jouer? Ça veut dire comprendre comment marche le monde, ça veut dire faire tomber un objet de sa chaise haute pour se rendre compte de la gravité. Alors évidemment, on ne lui explique pas « Ah mon chéri, tu es en train de comprendre la gravité !» Non, mais en faisant tomber une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, même si ça énerve les parents, l'enfant, il teste la gravité. Après, il essaye de faire rentrer des gros cubes dans des triangles et ça ne marche pas, des petits trucs dans des... Enfin bref, il teste le monde. Quand on fait des Legos, on teste l'équilibre, on teste cette capacité et cette espèce de jubilation qu'éprouve un enfant, hein, en psychologie, ça s'appelle l'état de flow, F-L-O-W, c'est-à-dire cet état qu'on a tous ressenti à un moment ou à un autre dans nos vies, de jubilation intense, parce qu'on est en train de se confronter à un défi qui est un peu difficile, mais on sent quand même dans notre ventre qu'on va pouvoir y arriver. Et puis cette espèce de tour de Lego, de capla, de cailloux, de capsules en plastique, le plastique c'est plus très bien, mais enfin en tout cas, de capsules qu'on est en train d'empiler les unes sur les autres, eh bien ça tient. Et on regarde ça, mais comme si on avait créé le monde quand on a 3 ans, quand on a 4 ans, quand on a 5 ans. Et après, les jeux évoluent, bien évidemment. Mais heureusement qu'on continue aussi, nous, à jouer quand on est adulte. Bien sûr qu'on joue. Et que c'est ça qui est important. Et donc finalement, parce que je n'ai pas oublié ta question, Hélène, curieusement, c'est que l'école, c'est ce lieu d'apprentissage. Et apprendre, ça veut dire prendre en soi. Prendre en soi, ça veut dire s'emparer du monde. Et tous les enfants sont curieux. Tous les enfants ont envie de comprendre. Tous les enfants ont envie de s'émerveiller. Tous les enfants ont envie d'avoir un regard écarquillé. Et donc, si l'école est cet endroit où où c'est mis en place pour assouvir cette curiosité complètement naturelle, alors les choses se font extrêmement naturellement. La difficulté avec l'école, et on y reviendra, c'est que l'école tente d'imposer de façon verticale, de haut en bas, une façon d'être, une façon de penser, une façon de comprendre. Et effectivement, ça peut laisser énormément d'enfants sur le bord du chemin et sur le bord du plaisir et dans cette difficulté à être heureux. Mais pour moi, l'école est un endroit de rencontre aussi, c'est un endroit de lien social, c'est un endroit où on fait des copains, c'est un endroit où on a nos premiers amoureux, nos premières amoureuses, c'est un endroit où tout d'un coup on se sent fier d'avoir accompli quelque chose, c'est un endroit de défi, c'est un endroit où normalement les adultes devraient poser sur l'enfant un regard bienveillant, un regard, j'ose le mot, d'amour, parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. À partir du moment où on considère que l'autre est capable de réussir, alors tout devient possible. Et ça a été validé, revalidé et revalidé en psychologie. Ça s'appelle, parce qu'il faut bien que je dise un peu des mots chics, ça s'appelle l'effet Pygmalion. À partir du moment où on pose sur vous
un regard bienveillant. Et j'espère qu'on a tous vécu dans nos vies quelqu'un qui un jour nous a regardé autrement, qui a profondément cru en nous, qui que l'on soit et à quelque niveau de vie qu'on ait été. Et là, on est alors capable de plonger en soi et d'aller récupérer toutes nos ressources, toutes nos forces, toutes nos qualités, tous nos talents pour exprimer pleinement qui on est et comment on est. Donc oui, on peut être heureux à l'école à partir du moment où on reprend ce principe de remettre l'enfant au centre du process. Super. J'ai une deuxième question. Là, on était sur l'élève qui joue, donc on doit aider et accompagner dans cette réalisation-là. Souvent, dans les discours sur l'école, dans les programmes politiques sur l'école, on parle d'excellence éducative. À cette perspective-là que tu viens de nous présenter, si je te dis excellence éducative, c'est-à-dire ce qu'on veut tous, excellence éducative, à Nanterre, on rêve d'excellence éducative. Qu'est-ce que ça te dit, toi? Ça veut dire quoi? C'est quoi ce mot? Alors, ça me dit déjà que j'ai oublié de dire quelque chose d'hyper important. Voilà, merci. Non, mais je vais faire juste une espèce de tout petit looping arrière. Parce que ce que je voulais dire, c'est que, en fait, ce qui est très important, c'est cette notion de renforcement positif. C'est-à-dire plutôt que de regarder en permanence ce qui dysfonctionne, ce qui est quand même quelque chose qui est complètement dans nos cultures, y compris dans la vie, on ne repère que ce qui ne va pas, on ne voit que le syndrome des trains en retard. Alors, je vous accorde qu'en ce moment, en ce moment, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas le bon exemple. Mais néanmoins, on n'a pas du tout cette capacité à d'abord repérer ce qui va bien. Et d'ailleurs, cette maman, vous savez, mon petit garçon de 5 ans là, que j'ai vu aujourd'hui en consultation, elle me disait, vous comprenez, je suis allée voir la maîtresse et je lui ai dit, mais quand même, est-ce que Hector fait certaines choses bien? Eh bien, la maîtresse n'a pas été capable de me répondre. Et donc ça, c'est quand même vraiment important. Et monsieur parlait tout à l'heure de Nelson Mandela, et je pourrais aussi citer cette phrase tellement importante de Nelson Mandela, qui a dit que l'éducation était l'arme la plus puissante pour changer le monde. Donc effectivement, l'éducation, on la tient dans nos mains, et c'est une bombe à côté du cœur, mais ça c'est une autre référence. Donc c'est vraiment important de pouvoir se dire qu'on a les moyens, qu'on soit une municipalité, qu'on soit un parent, qu'on soit un enseignant, on a les moyens de faire bouger les choses à partir du moment où on y va avec le cœur et où on y va avec amour. Et l'excellence éducative, alors pardon, parce que je peux faire un pas de côté avec ça, parce que pour moi l'excellence éducative, c'est pas réussir bac plus 28 et absolument sortir d'une grande école. L'excellence éducative, c'est de permettre à chacun de déployer ses propres talents pour être confortable sur son chemin, mais surtout sur un chemin qu'il a choisi. C'est ça l'excellence éducative, c'est le choix. C'est-à-dire avoir tous les moyens en soi, je ne parle pas même pas de moyens à l'extérieur de soi, de se dire, j'ai choisi ça, je choisis ça, parce que je peux choisir. Je choisis d'être pâtissier, je choisis d'être pilote d'avion, je choisis d'être enseignant, je choisis de faire de la céramique, et je peux choisir parce que j'ai cette possibilité-là. Et pour moi, c'est ça l'excellence éducative, c'est de donner à chacun les moyens d'aller le plus loin possible en fonction de ce qu'on aime, en fonction de ses besoins, en fonction de ce qui est important pour soi. Et à ce moment-là, tout est possible pour tout le monde. Et que c'est ça, pour la réussite, c'est pas la réussite avec des diplômes et uniquement la réussite académique, ça peut l'être pour certains, c'est pas obligatoire pour tous, parce qu'une fois encore, ce qui rend heureux dans la vie, c'est de se sentir à sa juste place et sur le chemin qui est le nôtre et pas sur un chemin où on a été tiré, poussé, où on a été enfermé parce qu'on ne pouvait rien faire d'autre. Oui, ça dénonce là. C'est pas tout de suite, hein, bon, ben oui. J'imagine que ça commence à brûler les questions. J'en ai une tout de suite, parce que l'école, c'est, le monsieur en parlait tout à l'heure, c'est toute une communauté autour d'un élève. Il y a bien sûr les enseignants, il y a les parents, il y a tous les éducateurs. Nous ici, à Nanterre Ensemble, on a cette préoccupation-là de prendre le temps de travailler avec
tout l'écosystème, j'allais dire, autour de l'élève. Et il y a plein de choses, c'est-à-dire qu'un enfant, il va vite, il va pas vite, ce qu'il faut, bon, effectivement, il y a tout ce que tu nous as dit là, mais il y a tout autour de lui, le prof de musique, l'éducateur de sport, celui qui fait l'étude, l'enseignant remplaçant, la psychologue, le directeur de l'école, les parents. Enfin, vous voyez, on peut en rajouter le psychomotricien, si j'ai la psychomotricienne, le dentiste et l'orthodontiste, vous voyez ce dont je parle. Donc il y a l'orthophoniste, il y a toute une... Enfin, c'est vrai que nos enfants sont entourés d'adultes comme ça. Comment nous, on travaille avec ça? Je t'ai entendu dire un jour à la radio que les enseignants en particulier ou les éducateurs étaient des passeurs de vie. J'ai retenu cette expression, je la trouve vraiment très belle. Qu'est-ce que ça veut dire être un passeur de vie et comment nous, on va pouvoir se saisir de cette idée-là pour la mettre en pratique et être des passeurs de vie, chacun dans nos domaines de compétences à la mairie? Alors c'est une très grande question, un peu comme les poupées russes. Je voudrais juste rebondir sur une question que tu ne m'as pas posée, mais qui était la thématique que tu as énoncée dans la première partie, c'est-à-dire les adultes. Et donc il faut encore cette communauté éducative qui entoure l'enfant. Et dans le fond du fond, si on ose les mots, si on ose dire les choses, qu'est-ce qui nous relie tous autour de cet enfant-là? L'amour. Mais oui, donc à partir du moment où on n'oublie pas que la première chose et la seule chose qui fait sens dans la vie, c'est l'amour, et l'amour par rapport à son métier, quand on est orthodontiste, on peut avoir l'amour par rapport à ce qu'on va faire pour permettre à cet enfant d'avoir un plus joli sourire, mais on a le droit aussi d'aimer l'enfant qu'on est en train de soigner. Quand on est parent, l'amour, a priori, il est inscrit dans la mission. Et donc l'amour, évidemment, c'est la préoccupation première. La première chose que les parents disent quand ils viennent en consultation en psychologie, c'est, vous comprenez, moi la seule chose qui m'importe, c'est que mon enfant soit heureux. Jamais vous entendez un parent qui vous dit, moi ce que je voudrais absolument, c'est que je sais pas quoi. Après, ça se décline. Mais la première chose qu'un parent veut, c'est que son enfant soit heureux parce qu'il aime son enfant. Donc après, on va arriver comme ça très tranquillement aux enseignants. Il y a une chose quand même extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, et là je vais du côté des travaux et des recherches, toutes les études, toutes, sans aucune exception, disent que la seule chose qui fonctionne pour faire aimer l'école aux enfants, pour les mettre dans des processus d'apprentissage, dans des dynamiques d'apprentissage, pour qu'ils soient heureux d'apprendre, pour que leur cerveau soit disponible pour apprendre, la seule chose qui fonctionne, c'est l'amour. Et c'est le lien entre l'enseignant et l'enfant. Et qu'il est indispensable que les enseignants aiment les enfants. C'est juste la base. Sauf que, par ailleurs, on va expliquer aux enseignants qu'il ne faut surtout pas aimer les enfants, qu'il faut surtout être dans une posture, et qu'il ne faut surtout pas avoir de chouchou. Alors, chouchou, oui, parce que ça fait des inégalités, mais qu'il ne faut surtout pas être dans l'affect. Mais il n'y a que l'affect qui fonctionne, il n'y a que l'affect qui marche. Il faut décomplexer les enseignants avec ça. Alors ça commence, même à l'éducation nationale, ça commence à émerger tout doucement, tout tranquillement. Et il n'y a que ça qui fait qu'on a envie quand on est enfant, mais qu'on a envie quand on est enseignant aussi. Parce qu'on peut aimer son métier, mais si on n'aime pas les enfants, à ce moment-là, je ne vois pas comment on peut détacher le métier. Alors moi, je suis enseignant, j'aime mon métier, mais les enfants, je m'en fous. Il y a un truc qui ne va pas dans la proposition. Et à partir du moment où on aime son métier, ça veut dire qu'on aime cette capacité, cette possibilité de partager et de transmettre. Donc j'en arrive aux passeurs de vie. Moi, je suis avignonnaise, donc je ne suis pas nantéenne, mais je suis avignonnaise. Je fais mes études à Nanterre, bref, c'est comme ça. À Nanterre, quand j'étais petite, donc il y a un peu longtemps, il y avait, vous savez qu'à Avignon, il y a le Rhône, et que le pont est cassé. Donc on ne peut pas prendre le pont, parce que sinon on tombe dans l'eau.
Et donc, On peut danser. on peut danser sur le pont, c'est déjà pas mal. Et donc, quand j'étais petite, il y avait ce qu'on appelle un bac à trail. C'est-à-dire qu'il y avait un câble entre les deux rives du Rhône, et il y avait un bac, une espèce de une petite embarcation assez légère et qui n'avait pas de quilles. Ça s'appelle quilles, c'est ça? Du coup, c'est pas quilles et béquilles, non, c'est quilles. Hein. Ouais. Il n'y avait pas de quilles. Et en fait, le passeur, donc c'était accroché au câble, et le passeur, à la force de son corps et de sa force de muscle, il poussait comme ça dans le fond du fleuve pour faire avancer le bac et pour faire traverser les gens. Et c'est une image que je trouve extrêmement importante, de faire passer corps et âme les enfants d'un côté à l'autre des rives. Et c'est ça notre boulot à tous, là même. C'est de faire passer nos enfants, les enfants, d'un côté à l'autre et de s'y engager pleinement avec le corps, avec le cœur, avec l'engagement, avec l'intention, et que les enfants soient heureux de traverser. Donc, les enseignants sont des passeurs de vie, parce que la vie, ça passe par, comme je le disais en introduction, par ce plaisir de se sentir vivant, dans le sens de plus on apprend, plus on comprend, plus on est en lien, plus on se sent à sa place, plus on se sent compétent, plus on peut s'approprier les choses, plus on se sent vivant, plus on se sent exister dans le lien aussi avec une communauté, et que je crois que la municipalité ne peut pas se substituer à l'éducation nationale. Mais non, on rêve pas. Enfin, si on rêve, mais c'est important de rêver. Hein. Mais à l'école, c'est aussi important d'apprendre aux enfants à rêver à demain. Et c'est pour ça que c'est important que les enfants apprennent à ne rien faire. Mais c'est une autre histoire. Parce que quand on ne fait rien, le cerveau se met, juste un petit mot technique, en mode par défaut. Et quand on n'est pas en train de réfléchir à un truc qu'on doit faire, et ben les neurones, les cellules du cerveau s'associent librement. Et c'est à ce moment-là qu'on rêvasse et qu'on crée et qu'on se dit « Ah ben quand je serai grand, ah ben j'aurais envie de faire ça ». Et qu'on s'ouvre des horizons et des possibilités. Si on est toujours en train de faire, on ne peut pas rêver. Et si on ne peut pas rêver, on ne peut pas imaginer un avenir qui chante. Alors, je vais continuer à rêver, tout en faisant non pas des propositions politiques, parce que ce n'est pas du tout ma place, mais des propositions de projets qui sont, j'allais dire faciles, non, j'exagère, qui sont possibles à mettre en place dans une ville. Voilà. Non mais, j'y vais. C'est que en fait les enseignants, il faut leur redonner je sais pas comment on dit avec du bon français, la niaque, je sais pas comment on dit. La volonté. Oui, mais pas la volonté, c'est dans la tête. Non, pas la détermination. Plus, la pêche. Le truc de se dire, wow, je fais un métier de ouf, et vraiment, mon rôle est hyper important. La passion, mais la passion, ça vient des tripes. Ça vient pas de la tête en disant, je veux être un bon enseignant, je veux faire mon métier avec passion, je veux ceci, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. La seule chose qui est possible, c'est de redonner aux enseignants cette espèce de jubilation, je vous en parlais déjà tout à l'heure, qu'on ressent dans son corps, qu'on se dit waouh. Les enseignants, d'une façon générale, ils sont lâchés avec leur connaissance de leur matière et de certains de leur savoir-faire, mais vous serez probablement horrifiés, et je l'assume parce que je l'ai dit au ministère de l'Éducation nationale, donc même sur Facebook, je peux continuer à le dire, c'est que à l'Éducation nationale, il n'y a, mais écoutez-moi bien, aucune formation autour de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Donc on demande à un être humain de se retrouver, c'est comme si on demandait à n'importe qui de se retrouver dans une arène avec un animal quel qu'il soit, mais vous n'avez aucune notion de rien. Sauf, théoriquement, vous savez qu'un taureau... Pardon, je ne suis pas du tout pour la corrida, hein, ne me faites pas dire... Mais c'est juste... Non, mais c'est juste l'image qui m'est venue. Non, mais ça fait rien, j'assume. Donc, c'est comme si vous arrivez dans une arène avec un taureau, et vous avez bien appris votre cours. Alors, le taureau, je sais pas quoi, nanani, etc. Il faut faire ci, il faut faire ça.
Mais vous n'avez aucune idée de la façon dont va réagir un taureau, de la façon dont il va entrer en interaction avec vous, de la façon dont il va s'énerver, de la façon dont vous pouvez mettre en place des stratégies d'évitement, etc. Eh bien, les enseignants, on les met là et on leur dit, allez, vas-y, ouah, tu peux le faire. Ben, il ne peut pas. En vrai, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'enseignant? Et à sa décharge, hein, parce que moi j'adore les enseignants, à la décharge de l'enseignant, il se met derrière une posture de « je suis l'enseignant, je peux le faire, je dois le faire », et il tente d'imposer quelque chose aux élèves parce que lui-même a peur. Et comme j'ai dit à la maman tout à l'heure, et je l'avais gardé un peu pour ce moment-là, de mon petit Hector de 5 ans, c'est en fait pourquoi la maîtresse, elle essaye de faire en sorte que ce petit Hector consulte et fasse des bilans parce qu'il veut que jouer et qu'il a 5 ans et que c'est quand même pas tout à fait normal, de son point de vue à elle. Et bien c'est que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle est maîtresse de grande section maternelle. L'enfant, il va passer en CP. C'est quoi le risque de la maîtresse? Que Hector n'apprenne pas à lire? C'est quoi? C'est qu'on la juge elle et qu'on lui dise « Ah ben, quand même, Hector, tu me l'as pas bien préparé. » Et qu'on remette en cause son sentiment de compétence. Donc c'est ça dont elle a peur. Donc la maîtresse a peur. Et du coup, elle fait porter à Hector, en l'occurrence, la charge de sa peur à elle. Donc, la municipalité peut aider à former les enseignants, à leur apporter des connaissances en psychologie, leur apporter des connaissances en communication, leur apporter un sentiment d'appartenance à une communauté, qui peuvent compter, s'appuyer les uns sur les autres, qui ne sont pas tout seuls, leur apporter le non-jugement, la bienveillance. Et ça, je pense, alors, une fois encore, je ne suis pas quelqu'un du monde de la politique, mais si on me demande, je le ferai volontiers, et j'adorerais l'initier, de pouvoir faire dans une ville, comme ça, des groupes avec des enseignants, ils ne demandent que ça. Il ne faut pas croire que les enseignants, ça ne les intéresse pas. Les enseignants, ils sont demandeurs, y compris de le faire hors de leur temps scolaire. Parce que les enseignants, quand même, quand ils ont choisi ce métier, c'est bien parce qu'ils les aimaient à cette époque, les enfants, et qu'ils avaient besoin de transmettre et de partager quelque chose de leur passion, et ils l'ont perdu en route. Donc, qu'on les aide, qu'on les accompagne pour retrouver leur passion et le lien, eh bien, je crois vraiment que c'est possible. Merci Jeanne. Il y en a une qui bouillonne tout de suite, qui veut vous dire un peu tout de suite quelque chose, et après on prend une salle de questions, et après on va reprendre toutes les questions depuis le départ. Camille, tu as celui-là? Merci. Je vais vous laisser la parole parce que je sens que ça bouillonne de tous les côtés et que vous avez plein de questions. Je voudrais remercier Jeanne. Jeanne est psychologue de formation. Jeanne a écrit... À Nanterre. Jeanne a écrit des tas de livres que je vous recommande, qui sont absolument faciles à lire et remarquables pour accompagner vos enfants, vos petits-enfants dans leur quotidien. C'est passionnant. J'ai la chance et le bonheur de travailler avec Jeanne au quotidien. Je peux vous dire que c'est merveilleux et que c'est comme ça tous les jours. C'est pas juste pour nous ce soir. Jeanne est comme ça. Et tu m'as fait penser en t'exprimant à un mot qu'on n'utilise jamais en politique, c'est le mot d'amour. Oui. On ne l'utilise pas dans le discours, on ne l'utilise pas en politique comme si c'était voilà, pas possible, pas bien, je sais pas. Or, on le voit tous, et en t'écoutant, je vous regardais les uns les autres, les membres de l'équipe bien sûr, mais aussi les mamans parmi vous, les enseignants, il y a des universitaires, il y a des personnes du monde associatif, des éducateurs, il y a des gens qui sont dans des clubs de prévention, il y a des membres du milieu associatif. Vous êtes tous là parce qu'à un moment donné, on aime nos enfants. Et c'est pour ça que c'était le premier débat que nous faisons sur ce thème ce soir. C'est au cœur de tout et je l'assume. L'éducation est au cœur de nos projets. Il le sera, quoi qu'il arrive, dans chacune de nos propositions. Et avant de vous redonner la parole et de répondre aux questions déjà posées, je voudrais juste vous livrer, pour vous donner d'autres matières à réflexion et à questions, quelques-unes de nos grandes propositions. Parce que je sens bien que vous avez vu ce soir partie de l'équipe qui sera en charge de ces sujets. Vous avez entendu notre philosophie exprimée par Jeanne magnifiquement. C'est notre philosophie et c'est pour ça que nous lui avons demandé d'être là ce soir. C'est notre façon de penser la ville et nos enfants. Maintenant, quelques propositions concrètes.
Premièrement, et je vais les énoncer rapidement, revenez-y dans vos questions. Premièrement, un programme municipal dans toutes les écoles de soutien scolaire. Il se trouve que je viens d'un métier où on en fait et que j'ai une conviction, c'est que quand on accompagne un enfant, il réussit. Il réussit dans sa voie, dans ce qu'il a envie de faire. Mais un enfant à qui on donne la possibilité de 2 heures de plus le soir, lire, écrire, compter, faire de l'anglais, s'amuser dans la culture, dans le sport, dans le loisir, c'est un enfant qui progresse, quoi qu'il arrive. Donc ces heures de plus, on va les donner dans les écoles, le soir, à l'heure du repas, dans les activités périscolaires, et ce sera de l'accompagnement scolaire individualisé, capable de prendre en charge chaque enfant, parce que chaque enfant est différent. Deuxième proposition, on mettra l'anglais au cœur de ce programme de soutien scolaire. L'anglais et les langues en général, et on a la chance d'être une ville multiculturelle où on peut apprendre des tas de langues. Mais j'insiste sur l'anglais, parce que l'anglais, c'est la langue qu'il faut parler. C'est même pas une question, il faut parler anglais dans le monde qui vient. Donc, moi, je m'engage avec notre équipe à ce que les enfants qui démarrent en CP, la rentrée prochaine, ce sera évidemment valable dans toutes les classes, mais je vous le dis parce que c'est symbolique, ceux qui rentreront en CP, ils sortiront du CM2 à la fin de notre mandat. Voilà. Et donc je m'engage devant vous à ce qu'ils sachent parler anglais. Je n'ai pas dit bilingue, ça ce serait une promesse qui est impossible à tenir, mais qui parlent anglais. Voilà. Et ça c'est faisable. C'est faisable en mettant l'anglais dans les activités périscolaires, dans le soutien scolaire, dans les écoles, dans les activités culturelles, dans les activités sportives. On peut avoir des animateurs qui font de l'anglais. On a une université qui parle sous des yeux expérimentés en la matière. On a une université avec 33 000 étudiants au cœur de la ville, qui parfois viennent de tous les pays du monde, des étudiants internationaux, européens, des étudiants français qui ne demandent qu'à faire du bénévolat, parfois d'ailleurs de façon indemnisée, mais du volontariat, donner un peu d'heures dans les écoles de la ville. Et il y en a qui peuvent faire et du soutien scolaire, il y en a qui peuvent apprendre la langue, et en particulier l'anglais. Et on a nos entreprises à la Défense, avec du mécénat de compétences qui peut mettre à disposition les salariés pour venir aussi dans nos écoles accompagner nos jeunes. Voilà, 2 propositions. J'en dis une troisième pour poursuivre ce que tu as dit, Jeanne. On en avait déjà parlé. Jeanne a parlé de venir faire, par exemple, des ateliers à nos enseignants. On pourrait mettre dedans nos éducateurs, on pourrait mettre dedans nos responsables associatifs et nos bénévoles associatifs. On pourrait mettre dedans tous ceux qui sont en contact à un moment donné avec nos enfants, au conservatoire, dans les activités sportives, etc. Et leur proposer des ateliers de formation à ce que vient de dire Jeanne, à la bienveillance, à comment on accompagne un enfant, quelle est la psychologie d'un enfant, comment on lui permet d'être bien dans ses baskets, d'être épanoui au quotidien, comment on accompagne les parents, comment on parle aux parents. Voilà, parce que ça, c'est notre philosophie, chaque enfant compte. Et si d'ailleurs, aucun d'entre nous ne serait là ce soir, c'est notre première motivation, c'était pas celle-là. Chaque enfant compte, et il faut tout un village, il faut toute une ville pour élever un enfant. On est tous là pour les accompagner, c'est notre philosophie. Je vous donner 3 propositions. Libre à vous maintenant de continuer vos questions et nous allons continuer de vous donner nos réponses. Allez, à vous maintenant. Donc le principe maintenant, dans la grosse demi-heure qui nous reste, on va dire 40 minutes peut-être, c'est vous poser des questions. Là, on refait une salle de questions et puis on va reprendre ce qui a été pris depuis le début. Vous avez vu qu'il y a des thèmes, hein, comme ça Marie nous a regroupé un peu les thèmes, mais d'abord, on va compléter. 3 questions, plus des petits papiers encore, si vous voulez. Voilà. Tu as le micro? Oui. Voilà. Hélène? Oui. Parle plus fort. Bonjour, je me présente, je suis Hélène Massouzi, présidente de l'association Les Mamans des Pavlots, habitante du quartier Picasso depuis 20 ans. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée, madame, pendant votre discours, quand vous dites qu'aujourd'hui vous aviez en consultation un enfant dont la maîtresse voudrait le faire redoubler en dernière section maternelle. Comment aujourd'hui on a des enseignants qui se posent des questions parce qu'un enfant joue en cours, en dernière section maternelle, comment des parents, je ne sais pas, peuvent venir vous consulter parce qu'un enseignant se pose la question si cet enfant est bon pour le CEP ou pas. Aujourd'hui, et ce n'est pas dans toute section, au collège, il
Il y a des enfants qui veulent faire des terminales, donc on leur refuse de faire des secondes, excusez-moi. On leur refuse, on leur dit non, vous ne pouvez pas aller en seconde parce que vous avez passé de bonnes moyennes. Je ne pensais pas que c'était aussi tôt. Je pensais vraiment que c'était vraiment un collège, 3e pour le passage en seconde ou en professionnel. Et c'est ça qui m'interpelle aujourd'hui. Effectivement, on a des enfants en difficulté aujourd'hui, mais on a aussi aujourd'hui, dans le système éducation nationale, des choses qui ne vont pas. Et il ne faut pas s'en avoir mal. Aujourd'hui, vous avez eu la chance d'avoir des parents qui ont pu venir consulter, donc qui ont eu des réponses à des questions. Mais il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas venir consulter. Il y a beaucoup de parents qui auraient accepté la décision de la maîtresse de faire redoubler cet enfant en dernière section. Et c'est ça aujourd'hui qui ne va pas. C'est comment aujourd'hui on peut donner... non, toi aujourd'hui tu ne feras pas une seconde. Non, toi aujourd'hui tu joues trop en petite section, donc tu n'iras pas au CP. Pour moi, ça me perturbe et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui. Sans lui proposer d'aide. C'est pas normal. Donc, effectivement, et ensuite, quand vous parlez des enseignants qui doivent aimer leurs élèves, oui, j'ai entendu la petite réflexion de la dame qui a dit qu'on n'est pas dans un pays de bisounours. Effectivement, on n'est pas dans un pays de bisounours. Des enseignants qui aiment leurs élèves. Sûrement qu'il y en a, effectivement, parce qu'ils aiment leur métier. Mais aujourd'hui, j'en trouve pas beaucoup d'enseignants qui aiment leurs élèves. Et c'est ça aussi le souci aujourd'hui. Ils aiment leur métier, oui, mais aimer leurs élèves, je pense que si vous dites ça à un enseignant, on va dire vous Ils n'aiment pas leur métier non plus. comment vous me demandez d'aimer tous ces élèves? On va en parler. Donc On voilà, note, merci. quelque chose qui m'a interpellée. Okay. Quelqu'un d'autre peut-être? Est-ce que je peux vous demander des questions plus concises? Merci beaucoup de cette intervention. Monsieur. Monsieur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous pouvez vous lever peut-être? Ouais. Ça, je m'appelle Ali, ça fait 40 ans que j'habite à Nanterre. Moi, je vois Nanterre avancer quand même, mais bon, pas assez vite pour moi, parce que je pense que Nanterre, elle n'est pas dans l'air du temps. Je pense qu'il y a plein d'idées à développer, des écoles du numérique pour s'adapter aux nouvelles technologies. Voilà. Sur les chiffres qu'on a entendus tout à l'heure sur le décrochage scolaire, ça va être compliqué. Bon, on n'a pas de baguette magique pour régler ces problèmes-là. Ce qu'on peut faire, c'est leur donner une alternative à ces enfants, parce que s'ils décrochent l'école assez tôt, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a des gens, maintenant les enfants, ils ont plus, enfin ils ne veulent pas avoir d'autorité. Je connais beaucoup de jeunes qui ont 18 ou 20 ans, qui veulent déjà créer leur entreprise. Je veux savoir comment on va les accompagner. Oui. Et je veux que, enfin moi ce que j'aimerais, c'est que, bon, moi je ne remets pas la faute sur les parents, parce que des fois c'est très difficile pour les parents. Bien sûr. Malgré une très bonne éducation, je ne suis pas d'accord avec le monsieur qui a dit ça. Enfin, il y a des choses qu'il a dit qui étaient vraies, mais les parents ne sont pas les seuls responsables de l'éducation des enfants. Il y a aussi l'école, il y a aussi plein de choses. Donc j'aimerais que tous ces gens-là se parlent et la municipalité donne les outils pour ça. Surtout. Très bien. On est plusieurs là. J'en vois déjà plusieurs. Comment on dynamise la compagnie. Tout le monde se parle en fait, oui. entre l'école et les parents, parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup de familles monoparentales à Nanterre. Demander à une mère célibataire qui élève 3 ou 4 enfants, des fois la rue est beaucoup plus forte que cette mère seule. Donc ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Et je pense qu'il n'y a pas de solution miracle pour les écoles si on leur rajoute des soutiens scolaires. Enfin, je suis d'accord avec la proposition sur les cours d'anglais, parce que je trouve que c'est très important. C'est une langue d'avenir et que les enfants parlent anglais. Moi, j'adhère complètement à cette proposition. Mais je pense que le plus gros problème, qu'est-ce qui différencie de nos écoles à d'autres écoles, c'est la surcharge d'élèves. C'est-à-dire que c'est vrai que les professeurs, ils peuvent donner de l'amour à leurs élèves, mais il faut leur donner les conditions, il faut leur donner les outils. C'est-à-dire quand on a une classe de 30 élèves, on ne peut pas donner autant d'amour que quand on a une classe de 10 ou 15 élèves. Et voilà ce qui différencie de nos écoles à d'autres écoles, pourquoi il y a des taux de réussite plus élevés dans notre école que nos écoles à nous. C'est surtout ça, c'est la surcharge de travail. On ne peut pas demander à des professeurs des solutions miracles. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour que nos classes elles soient moins surchargées? Voilà. D'accord, merci de votre question. Une autre. Il y a un monsieur qui en a déjà posé une, mais vous avez droit à une deuxième, allez. À la douane, regardez, voilà. On est pour la deuxième chance, nous, de toute façon. Donc, allez-y. Sinon, je me tairai. Non, pas du tout. Non, c'était juste, vous savez, moi j'ai 4 enfants de la 3e à la maternelle. D'accord. Et souvent, ma question c'était par rapport au support pédagogique. Donc, on n'en a pas parlé. Est-ce que demain vous êtes élu maire,
est-ce que vous allez conseiller le numérique, enfin, digital, et l'enseignement traditionnel via les livres, tout ça, etc. Parce qu'on remarque de plus en plus que les enfants ne lisent plus. Et souvent, le cadeau de Noël, c'est plus un livre, mais plutôt une console ou un smartphone. Ils sont plutôt super calés sur Snapchat ou Instagram que sur les livres ou les romans. Voilà, donc je voulais savoir, dans le futur, si vous êtes élu, est-ce que vous allez concilier ces deux supports pédagogiques ou est-ce que vous allez exclusivement faire du numérique digital? On a des idées pleines. Ça dépend, je vais vous répondre tout de suite, mais on a dit les règles du jeu. Monsieur, une question. Bonsoir à tous. Je me présente, Elamir. Bienvenue. Pur Nanterien aussi. J'ai grandi à Nanterre, ma scolarité à Nanterre. On m'entend? Oui, parfait, comme ça. Donc, pour revenir sur le sujet, ce que je voulais dire, c'est qu'à Nanterre, quand je vois, on est situé géographiquement, on est aux portes de Paris. On est aux portes de la Défense. Je le précise, premier centre d'affaires européen, si je ne me trompe pas. À 200 mètres du quartier du Parc. Aujourd'hui aussi, on est aux portes de Nanterre, à 15 minutes des Champs-Élysées. Et on a des jeunes qui n'arrivent pas à trouver de stage. C'est une vraie problématique. Et deuxièmement, je fais un exemple même, j'ai été à Romain-Roland, les Chevreux, dans le futur de Curie, comme beaucoup à Nanterre. Et pendant toute ma scolarité, j'étais 0 fois sur Paris avec l'éducation nationale. Donc on est à côté, on a le premier centre d'affaires européen qui est à 2 minutes. On a l'une des plus grandes villes et l'une des villes les plus attractives d'Europe, voire du monde. Et on n'en bénéficie pas et nos jeunes n'en bénéficient pas. Donc, qu'est-ce qui est prévu? Et il y a des choses à faire, je pense. Ça, c'est très important. On va s'arrêter sur la question. Peut-être que celle qui trotte encore dans votre tête va être abordée, même si on ne vous l'avait pas encore posée. Sinon, on verra peut-être à la fin. Alors, on va commencer avec ce premier chapitre de manière un peu arbitraire. Il faut bien que je choisisse. Je suis la maîtresse d'école aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle de ces questions. Est-ce que tu nous aimes? Ah, je vous adore. Vous avez été formidables, hein, les intervenants. Alors maintenant, les questions vont être, comme si, pour ceux qui sont arrivés en retard, on va répondre à vos questions, à la fois les 3 intervenants, peut-être un peu moi, sans doute un peu Camille, et puis aussi ceux d'entre nous qui sont au premier rang, c'est-à-dire Françoise Bourneuf, Séverine Lemierre, Irlac, Cannes, et Dominique Vandette sur les questions. En plus, là pour le coup, tous les deux, là, dans les premières, vous risquez d'être peut-être au micro. De quel levier, de quels moyens d'action dispose une équipe municipale pour intervenir dans le milieu scolaire pour faire changer les choses? Quelle est pour vous la place des associations œuvrant en direction des enfants? Quelle est la place du digital, de la lecture? Allez-vous concilier les deux ou non? Est-ce qu'il y en a parmi vous dans l'équipe? Camille, tu veux y aller tout de suite peut-être? Allez, je vais sur celle-là. Tu prends la première et puis après vous me faites signe, les amis, là, si vous voulez y aller. Alors, effectivement, vous avez dit, et dans toutes les réunions que je fais, j'ai la question, mais en tant que maire, en tant qu'élu, vous ne pouvez pas agir sur l'école parce que c'est l'éducation nationale. C'est l'inverse de ma conviction. C'est-à-dire, je crois, quand on est maire, quand on a les ressources qu'a la ville de Nanterre, quand on a les ressources associatives, humaines, les acteurs, vous en avez parlé, les entreprises de la ville, l'université, etc., vous êtes la cheville ouvrière de tout un tas d'acteurs que vous devez faire travailler ensemble au service des objectifs, en l'occurrence de la réussite et de l'épanouissement de nos enfants. Comment on fait? Avec du volontarisme. Donc on fait travailler tout le monde ensemble dans les heures périscolaires. Donc on n'est pas dans le, pour vous répondre strictement, on n'est pas dans le cadre strict de l'éducation nationale, c'est-à-dire on ne touche pas à quoi? On ne touche pas à ce que font les enseignants dans leur salle de classe. Ça, c'est pas notre rôle, chacun a sa place. Par contre, tout l'univers dans lequel ils circulent, les bâtiments, les associations, les activités culturelles, de loisirs, sportives, la cour de récréation, les infrastructures qui sont autour, et on a le théâtre des Amandiers, on a le conservatoire, on a le théâtre par le bas, on a le théâtre de la Forge, et j'en oublie. Tous ces acteurs-là, on les fait travailler ensemble, on les fait venir dans les écoles, on fait sortir les enfants de l'école et on les emmène vers l'ensemble de ces acteurs. Il y a l'entreprise, mais je vous laisserai la parole là-dessus, messieurs. Et on décloisonne. Voilà. Et vous avez dit des mots importants. Système, c'est un système. Décloisonnement. Et la culture au sens cultivons nos atouts, nos potentiels,
et notre jardin. Et je fais une parenthèse, ça y répondra peut-être. On crée des jardins dans les écoles. Ici, vous êtes dans une école qui est labellisée par l'UNESCO parce que justement, l'une des raisons, c'est que M. Plateron et ses équipes a créé un jardin incroyable avec ses élèves. Et à l'heure où les questions environnementales occupent nos enfants, ils nous en parlent tous les jours, à l'heure où c'est une préoccupation universelle, absolue, et ben, à Nanterre, on a 48 groupes scolaires, 48 opportunités de créer des petits microcosmes de verdure, de durabilité, je ne sais pas si ça se dit, où on peut végétaliser nos cours, faire travailler les enfants sur des jardins potagers, sur des circuits courts, les petits déj bio le matin qu'on veut proposer dans toutes les écoles. Voilà, j'ai répondu un peu sur différents sujets. Je veux rajouter quelque chose. Nos enfants, quand ils sont dans l'école, comme dit Camille, ils sont aux enseignants. Ok. À partir du moment, même un collégien, même un lycéen, il met le pied sur le trottoir, il est à nous. Moi, responsable de culture, éducation, il est à moi, ce jeune-là. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a mis le pied en dehors du collège, dont je ne me soucie pas. Ça veut dire que là, on met des relais, les assos. Je vous donne un exemple. Je connais une mairie où les jeunes, après l'école, ils ont foot, mettons. Il y en a un petit paquet de petits gars et de petites filles maintenant qui vont au foot. Petit coco, tu veux aller au foot, tu as foot à 5h. Qu'est-ce que tu fais entre 4h20 et 5h? Mais tu sais quoi? Moi, je vais te mettre à côté du vestiaire de foot un éducateur qui va te faire les devoirs. Et tu iras faire le foot quand tu auras fini tes devoirs. Tout le monde est content. Le gosse, le lendemain, il est tranquille dans la classe, il a fait ses devoirs et bien fait ses devoirs. L'éducateur, il a un sentiment un peu plus d'utilité que simplement, même si je suis la plus grande amatrice de foot qui soit. Donc c'est hyper important l'entraînement de foot, on est d'accord. Mais il n'y a pas que le foot d'abord. Tu fais les devoirs et après tu vas au foot. D'accord? Et les parents, quand le petit rentre à 6h30 après l'entraînement, une fois qu'il a fait la douche, qu'il est crevé, qu'il a voulu jouer à la play, machin, tout ça, les devoirs, c'est fini. On peut plus lutter. Sauf que les devoirs, ils sont faits. Ça, c'est moi. Et ça marche au collège. Ça marche à l'école primaire, pas à la maternelle, parce que Dieu merci, ils n'ont quand même pas de devoirs. Mais vous voyez, c'est ça. Ça, c'est le volontarisme. Cette petite idée-là, il y a piscine. À la piscine, il y a une salle magnifique, que vous connaissez tous, là, les parents, dont les enfants font de la piscine, qui est vitrée comme ça, et on voit la piscine, vous savez. Là, moi, quand j'étais prof, j'ai corrigé des centaines de copies. Là, on fait une salle d'études. Et les devoirs, ils sont faits. Et après, tu vas à la piscine. Vous voyez, ça, c'est du volontarisme. Et ça marche pour plein de choses. On a un tissu associatif de folie pour développer le sens civique. On a notre jeune Bilal, là, qui a écrit dans son projet tout plein d'idées autour de comment tu deviens un citoyen. Comment tu vas faire en sorte, comme disait Jamil, que tu respectes les règles de la vie collective. À ce moment-là, le jeune, il a mis le pied en dehors du collège. Là, il y a une asso qui le prend et qui lui fait faire un travail collectif, qui va servir un repas, qui ci, qui là. Et il se sent utile, le jeune. Donc il y a bien sûr les devoirs à faire, mais il y a aussi toute cette construction. Et pour la lecture, monsieur, c'est mon dada. Je réponds si je peux, et puis après on va répondre sur plus l'entreprise et tout ça pour les partenaires. La lecture, c'est ma folie, moi. J'étais prof de littérature. La lecture, c'est par capillarité, par exemple. Donc il faut montrer des lecteurs. Il faut faire des concours, des challenges. Il faut mettre des citations de Victor Hugo dans la rue. La haine, c'est l'hiver du cœur. Victor Hugo, bim, tu l'apprends par cœur. Un jeune qui a appris la haine, virgule, c'est l'hiver du cœur, qu'il a vu 15 000 fois. Quand il est sorti, il est rentré, il est sorti, il est rentré. J'imaginais, l'autre jour j'ai révélé ça, on met un projecteur avec écrit dans le ciel, la haine, c'est l'hiver du cœur. C'est pas difficile ce qu'il faut en faire. Mais tout le monde le sait, d'ailleurs vous aussi, ça y est, vous connaissez cette phrase, la haine, virgule, c'est l'hiver du cœur. Exactement. Victor Hugo, ben voilà, le jeune commence de draguer. Mais bien sûr, c'est ça. Donc la littérature, le goût de la lecture, c'est des petits trucs comme ça j'allais dire de bourrage de crâne, c'est pas très bon, mais de capillarité, d'imprégnation. Il y a plein de choses à faire. Je suis extrêmement créative sur le goût de la lecture. Ça va bouger, hein. La poésie, alors? La poésie, c'est pareil. Je voudrais qu'on réponde sur les questions partenaires, lien avec l'entreprise, pour répondre un peu au monsieur, et comment, dans l'école, on peut dynamiser un peu tout ça et puis donner du rêve aux jeunes. Et là, je vais donner le micro à Dominique et puis peut-être Irlac après, si tu veux. Dominique, Vandette, présente-toi. Bonjour, donc moi je suis Dominique Vandette, j'ai 2 enfants qui sont à l'école Balzac.
Donc on a une autre qui est au collège, et donc on est assistant du quartier. Moi je suis consultant indépendant. Et je voudrais vous raconter 2 anecdotes pour illustrer en fait les points, là, quels leviers pour agir en fait en tant que municipalité, et d'autre part quelle est la place de l'association. Et je vais aller encore plus loin qu'Hélène. Il y a effectivement le rôle de la municipalité en dehors finalement du temps scolaire, parce que le temps scolaire c'est quand même géré par les enseignants, ça il faut respecter ça. Mais finalement on peut aussi s'allier avec les enseignants sur le temps scolaire. Et les 2 anecdotes dont je voudrais vous parler, c'est un programme d'éveil au monde économique qui a été mis en place dans cette école à Balzac, avec une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre. Et en fait, dans la mise en place de ça, les enfants ils sont ravis de ça. L'entreprise qui était soutien de ce programme-là, c'était BNP Paribas Cardiff. Et BNP Paribas Cardiff, c'est une entreprise qui se situe à Nanterre. C'est leur siège au niveau national, parce que c'est une filiale de BNP Paribas. Et donc, ils ont voulu, en fait, que leurs professionnels interviennent dans les écoles sur ce programme-là. Et quelle était l'aide de la mairie pour faire ça? L'aide de la mairie, moi, que je vois, c'est que c'est un facilitateur. Ces demandes-là, il y en a tout le temps. Il y a des associations, il y a des entreprises, il faut les mettre en lien. Un deuxième exemple que je voudrais vous rapporter, toujours sur cette association-là, à Évariste Gallois. Donc il y a des gens qui connaissent Évariste Gallois ici. C'est un collège de REP+. Moi j'étais donc accompagnateur d'une mini-entreprise. Et l'anecdote que je voudrais vous raconter, c'est un élève qui a fait en fait le compte de résultats de l'entreprise. On faisait des entreprises en vrai et en petit dans cette école. Moi je les accompagnais 1 fois par mois. Et un élève de 3e qui était dans le service financier, puisque chacun avait des rôles, il m'a dit mais monsieur, ça y est, j'ai compris, il a 14 ans ou 15 ans à peu près, 3e, j'ai compris à quoi servaient les mathématiques. Mais il a 15 ans et il vient de comprendre à quoi servaient les mathématiques. Pourquoi? Parce qu'il a fait un projet, ce projet c'est le sien, et qui s'est dit, mais finalement, si je vends ces choses-là, c'était je crois des trousses ou des choses comme ça qu'ils avaient cousu avec le centre social qui était à côté, si je le vends, je sais combien je vais gagner et je sais ce que je vais en faire parce que c'est des bénéfices pour la collectivité, pour mon groupe. Et c'est ça qu'on peut faire facilement avec des associations qui veulent le faire, avec des entreprises qui sont prêtes à mobiliser des professionnels. C'est facile à faire à partir du moment où on met du lien en fait dans tout ça. Merci. Alors maintenant, Eric, peut-être un élément de réponse. Présente-toi rapidement en 2 mots. Oui. Yefra Khan, nantérien depuis très très longtemps, voilà, consultant en finance. Donc juste un petit point, je suis désolé, ça peut être introduire aussi des réponses à 2 questions qui vont suivre. Donc, voilà. On est entré aujourd'hui dans une ère de plateforme. On entend le terme ubérisation de l'économie, etc. Ça a effectivement certains effets voilà, qu'on pourrait dénoncer à certains, sur certains faits. Mais sur d'autres, la plateforme, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est une mise en relation entre différents acteurs. Et je pense qu'on doit concevoir la mairie comme une plateforme, justement, oui. Entre les écoles, les parents, le tissu associatif, les élèves et les entreprises. Comme on l'a dit, effectivement, on a la Défense, on a Cardiff, AXA, Société Générale, on a tout un tas de grands groupes. On a donc la fac de Nanterre, on a tout un tas de choses. Et je pense qu'on doit penser notre rôle différemment. Et pourquoi on doit en penser différemment? C'est parce que aussi, il y a un constat, et c'est aussi lié à ce constat-là, en fait, on voit les effets au niveau des chiffres qui ont été présentés au tout début. On a une enfance et une jeunesse à Nanterre qui est forte, mais qui est aussi différente de celle de nos villes voisines. Et je pense qu'on doit accompagner ces jeunes et ces enfants différemment. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on l'a dit au travers de certaines interventions ou questions tout à l'heure, il y a un problème de projection, il y a un problème de mimétisme sur le fait de voir des parents ou grands frères, grandes sœurs à l'échec ou à quelque chose qui ne paraît pas très reluisant à l'extérieur. Du coup, il est difficile de se projeter.
Et donc, le fait de plateformiser toutes ces choses-là va nous permettre justement de proposer un accompagnement différent. Un accompagnement différent dans le sens où on va essayer de faire en sorte que les jeunes de Nanterre puissent s'identifier à certains acteurs. Donc là, je parle du programme de mentorat, par exemple, et soient accompagnés en fait d'une manière différente. L'orientation en troisième, on l'oublie. Voilà. On apporte un accompagnement sur la durée et en gros, on se permet, comme le disait aussi Dunia, de rêver plus haut. Ouais. Voilà, comme dit PSG, mais justement, c'est là, c'est ça. Là, il y a quelque chose vraiment sur lequel, pour le coup, Séverine voulait revenir. Séverine, si tu veux bien prendre le micro d'Irlak, merci, Irlak, sur cette histoire d'orientation, et en particulier sur le chiffre qui nous trouble tous, de qu'est-ce qu'on fait après la troisième. En fait, on va à l'école jusqu'en troisième parce que c'est obligatoire, et derrière, comment on fait pour aller un peu plus loin, autrement, être créatif, etc. Ça marche pour les élèves qui tournent bien, ça, et ça marche pour ceux qui ont plus de difficultés. Qu'est-ce qui se passe en troisième? Comment tu me parles ça de l'orientation et des partenariats qu'on peut avoir avec une institution comme la tienne? Alors, je me présente très rapidement, je m'appelle Séverine Lemierre, je suis directrice d'un centre de formation d'apprentis. Alors, j'habite Nanterre et je travaille à Nanterre, ce que je considère comme un grand luxe. Donc, je suis heureuse de vous rencontrer, je connais certains déjà d'entre vous, et bien sûr, j'ai rencontré Camille avec qui on a échangé sur des problématiques d'éducation et avec Hélène aussi, longtemps. Donc, je voulais réagir par rapport au chiffre qui a été donné tout à l'heure de 35% de jeunes nantériens qui abandonnent la scolarité, la formation, et qui se retrouvent ce qu'on appelle jeunes sans diplôme, sans qualification. Voilà. Moi, j'ai d'autres chiffres à vous donner qui sont un peu plus enthousiasmants, et un chiffre que j'aime bien, c'est 80%. 80% des apprentis sortent de leur apprentissage avec un CDI ou un CDD. Alors j'aime bien ce chiffre-là, parce que 80% c'est presque 100%, et qu'à Nanterre, on a 2 CFA, l'IFPM que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger, et un CFA d'école d'ingénieurs qui s'appelle le CESI, qui est sur les bords de Seine. Alors le CESI, je connais moins bien, je connais bien l'IFPM, je suis directrice depuis bientôt 10 ans, et on forme 600 jeunes, dont à peu près 10% de Nantériens, c'est pas assez. Voilà. Mais alors, il y a 600 jeunes en formation, il y a encore beaucoup de place. Donc, aucun problème, filles, garçons, on forme des jeunes au métier de la coiffure et de l'esthétique, du CAP à la licence pro. Donc, on s'est dit beaucoup tout à l'heure, il ne faut pas se mettre de frein, il ne faut pas se ralentir. Et moi, je peux vous présenter des jeunes qui ont commencé en première année de CAP, dans le meilleur des cas sortis de troisième, parfois après plusieurs années de déscolarisation, de traînage sur un canapé, sur Facebook, Snapchat, etc., qui reprennent goût à la vie, qui reprennent goût à l'apprentissage, qui reprennent goût à l'amour, Jeanne, parce qu'on aime nos apprentis, enfin j'ai pas du tout honte de dire ça, on aime nos jeunes. Et ces jeunes-là, ils ont commencé en CAP, ils ont terminé en master de management chez Guerlain, par exemple. Donc, il ne faut pas se mettre de limites, effectivement. Il y a plein de choses à faire, plein d'envies à avoir. Et au CESI, sur les bords de Seine, ils forment au métier de l'ingénieur, ils amènent des gens à Bac+5 avec un titre d'ingénieur. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un bac général. Donc, tout c'est absolument possible. Si je reprends la question, comment faire en sorte que la stigmatisation envers les enfants dans les filières professionnelles cesse, y compris au sein des équipes éducatives? Tu peux me répondre là? Alors, je ne suis pas très bonne ambassadrice de ça, parce que les meilleurs ambassadeurs, ce sont nos jeunes. Oui, mais bon. Je peux vous parler de Jessica, vous la retrouverez sur la page Facebook de l'IFPM ou sur une chaîne que vous connaissez qui s'appelle Brut. Jessica, elle est en première année de BTS esthétique. Elle a été à Kazan représenter la France aux Olympiades des métiers. Et j'ai en ce moment des jeunes à l'IFPM qui s'entraînent toutes les semaines pour participer au concours des meilleurs apprentis de France, au concours des Olympiades des métiers. Donc ce sont les meilleurs ambassadeurs, évidemment, de ces métiers-là. Et l'intelligence, enfin, je ne suis pas psychologue, pardon, mais on en a dans la tête, mais on en a aussi plein dans les mains pour plein de jeunes. Et il n'y a pas une intelligence qui est supérieure à une autre, du tout, au contraire. Donc cette forme d'intelligence des mains, elle est à valoriser et elle est à faire grandir. Alors la chance qu'on a, c'est quand même, on en parle beaucoup de l'apprentissage en ce moment, et ça devient une mode.
Donc tant mieux, profitons-en et surfons sur cette mode, parce que vraiment, il y a plein de choses à faire dans ces métiers-là. On a parlé de la Chambre des métiers tout à l'heure, et dans l'artisanat, il y a plein de travail. Et n'oubliez pas, c'est 80% des jeunes en apprentissage qui sortent avec un contrat de travail, avec un métier. Dans la coiffure et dans l'esthétique, c'est 100%. Aujourd'hui, un jeune qui veut faire de la coiffure, pour trouver un employeur pour son apprentissage, il a le choix entre une dizaine d'entreprises. Il peut choisir son patron. Quel métier peut en dire autant? Juste là, peut-être Dominique voulait répondre, il y avait une histoire de persévérance, qu'on a échangé sur ça. Dominique reprend assez court parce qu'on a plein d'autres questions, mais je vous parle de ça, je pense. Oui, il y a deux choses qui ont été abordées, alors je ne sais pas dans l'ordre des questions, mais sur les rôles modèles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'identifie, donc on en a parlé sur le mentorat, et aussi donc il y a un aspect qui est hyper important sur la réussite donc, des élèves, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de développer la persévérance scolaire, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont s'accrocher en fait face aux difficultés, et en fait ça s'apprend ça. Et il y a une association qui intervient au Collège République, qui s'appelle Énergie Jeune, et qui fonctionne aussi avec des professionnels. Donc à nouveau, il y a des marges de manœuvre, il y a des techniques qui existent, il y a des associations qui sont fortes sur ces sujets-là. Là, c'est très simple, c'est un programme pour les 6e, pour les 5e, pour les 4e et pour les 3e, pour les amener à être de plus en plus autonomes, persévérants, et être capables finalement de gérer eux-mêmes leur dynamique de réussite face à l'école. Et ils font ça avec des professionnels, ils font ça avec des vidéos, évidemment, sur temps scolaire avec les enseignants, avec des vidéos qui leur mettent en lumière des rôles modèles avec lesquels ils peuvent s'identifier. C'est des gens qui sont issus des quartiers populaires et qui ont des réussites super intéressantes à partager. Voilà. Choper le micro. Il y a plein de choses vraiment passionnantes, et je vous remercie pour la qualité de vos questions et de vos témoignages. Je vois des responsables associatifs qui sont dans la salle. Il y a Hotman là-bas, je vais passer le micro. N'hésitez pas à nous confronter avec la réalité, parce que par exemple Dominique parle d'énergie jeune, on parle de Ziva, on parle de tout un tas d'associations qui travaillent dans nos quartiers. Vous êtes dans la réalité. Est-ce que vos propositions vous paraissent cohérentes, faisables et répondent à vos problèmes au quotidien? N'hésitez pas à nous dire aussi là-dessus vos avis. On prend encore 2-3 questions, puis on termine, je pense. Le temps que le micro aille jusqu'à ce jeune homme, je voudrais juste parler des propositions qu'on fait aux équipes pédagogiques, parce qu'on est soucieux de nos élèves, de nos jeunes, et ça veut dire, comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'on se soucie des éducateurs. Tous les animateurs de centres de loisirs, tous les enseignants qui arrivent là en traînant un peu la savate, en se disant « Oh là là, je suis nommé à Nanterre, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais faire pour tenir ?» Aussi l'absentéisme des enseignants, tout ça c'est des vraies réalités au quotidien des parents. On a des lieux comme ça pour rassembler les enseignants, pour essayer qu'ils fassent corps, pour leur donner confiance. Jeanne, peut-être un petit truc sur ça, sur cette idée qu'on a d'une école d'éducateurs, une école pour les soutenir, pour les étayer. Oui, en fait, moi je pense vraiment, mais je le disais déjà un peu tout à l'heure, qu'on peut aider les enseignants à faire autrement leur métier et à s'approprier autrement leur mission, aussi de l'épanouissement de l'élève. Parce que bien évidemment, on a parlé d'excellence éducative, de réussite, mais ça passe d'abord par l'épanouissement et cette possibilité que les enfants, les élèves puissent avoir des outils. Je ne me souviens pas de ton prénom, mais tu parlais d'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas une intelligence qui est uniquement une intelligence dans la tête, une intelligence cognitive, d'avoir de grandes capacités intellectuelles. L'intelligence est un ensemble de compétences. C'est les compétences bien évidemment intellectuelles, c'est les compétences manuelles, c'est les compétences du corps, c'est les compétences de la sensibilité, les compétences émotionnelles. Et on sait aujourd'hui que si on pouvait aider les élèves avec les enseignants, parce que c'est ce dont on parle, à développer les compétences émotionnelles des enfants, ça veut dire quoi? C'est un grand mot pour dire des choses tellement simples. Qu'est-ce qu'une émotion? Comment on la repère? Comment on la ressent? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on en parle? Comment on exprime ses émotions? Comment on accueille les émotions des autres? Ça aussi, c'est tout un champ pour lequel les enseignants ont besoin d'être aidés, d'être accompagnés, parce qu'ils ne savent pas non plus ça. Et c'est compliqué de pouvoir en avoir simplement
je trouve pas du tout mon mot. Ouais, mais c'était pas tout à fait ça, parce que l'intuition, ça m'est passé dans la tête, mais c'était pas l'idée que je cherchais. Mais enfin, en tout cas, le savoir-faire, comme ça, un peu inné. Ça s'apprend, tout ça, ça s'apprend et ça s'entraîne. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est d'avoir des endroits qui soient des lieux d'enseignement pour les éducateurs. Françoise Bourneuf, elle a aussi cette idée-là sur la petite enfance. Juste très court, et après on part. Il va falloir que je fasse beaucoup d'efforts pour faire très court, parce que je suis une passionnée. Et ce que j'ai envie de dire, et je vous remercie parce qu'il y a plein de mots qui ont résonné en moi, par rapport à apprendre, prendre en soi. Dis qui tu es. Ah, je suis Françoise Bourneuf, tu l'as dit, je suis directrice de crèche, je suis éducatrice de formation. Et d'ailleurs, il y a 40 ans, lorsque j'étais à l'école d'éducateurs de jeunes enfants de Nantes, et oui, je suis nantaise et non pas nantérienne depuis 10 ans simplement, eh bien, j'avais des copines qui étaient à l'école, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, mais c'était une école pour la formation d'enseignants. Et elle venait me voir, elle me disait, mais Françoise, comment on peut faire? Parce que là, je veux faire un stage en école maternelle et je ne sais pas ce que c'est, moi, les jeunes enfants comme ça. Dis-nous des choses, donne-nous des tuyaux. Parce que dans la formation d'éducateurs de jeunes enfants, on apprend la psychologie de l'enfant, on apprend la pédagogie. Et du coup, pour faire un lien avec le maintenant et l'avenir proche de Nanterre, et aussi en rapport avec ce que je vis professionnellement, dans une autre ville du 92, on travaille dans la transversalité où nous, les professionnels de la petite enfance, où on a appris à reconnaître ce qu'était un enfant, un bébé. Lorsqu'ils arrivent en crèche, ils ont 3 mois. Chacun est différent. On doit apprendre à écouter, à regarder, à entendre ce qu'ils nous disent par des tout petits signes, des tout petits gestes. Et ensuite, eh bien, on adapte notre réponse, on adapte nos paroles. Et là, une petite parenthèse, le mot. Le mot, qu'est-ce que c'est? Le mot, c'est une vibration. Une vibration, après, ça donne une atmosphère. Et donc, il y a tout un travail à faire également sur le parler. Comment on peut parler? Je n'ai pas fini, Hélène. Encore un mot. Et ce que je... Atmosphère, est-ce que j'ai une atmosphère? Parle doucement. Et ce que je voulais dire, c'est que ce que je vis actuellement dans la ville où je travaille, eh bien, on travaille en transversalité avec les directeurs des centres de loisirs. Parce que nous, on a la chance d'être formés dans la petite enfance. Et du coup, en travaillant et en partageant nos pratiques, en partageant nos réflexions, eh bien, les directeurs de centres de loisirs prennent aussi conscience et ils nous apportent aussi plein de choses parce qu'ils ne vivent pas les mêmes réalités que nous. Et il faut savoir que les animateurs, ce sont des personnes, de jeunes personnes qui n'ont pas de formation. Et du coup, lorsqu'on sera justement à la mairie de Nanterre, avec Camille, avec toute l'équipe, on travaillera énormément sur la formation. Parce que lorsqu'on apprend, lorsqu'on donne de la connaissance, eh bien chacun s'en empare, l'intègre et après le ressort avec son cœur. Il faut faire toujours la liaison, Jeanne, c'est vrai, avec l'esprit et le cœur. Merci. Alors, jeune homme. Bonsoir, je m'appelle Othman, je suis nantérien. J'ai trouvé très intéressant en fait ce que vous avez dit, mais je trouve un peu trop mature et peut-être pas assez adapté à la réalité des quartiers nantais. Un peu brut, peut-être un peu franc. Il y avait un monsieur tout à l'heure qui parlait justement de l'école, ok. Il y a l'extérieur. Et ce que vous dites, l'accompagnement que vous faites justement via des mécénats ou via des entreprises, c'est très bien. Encore faut-il avoir des mentors. Il y a des quartiers dans Nanterre ou des écoles où on n'a pas ces mentors-là, où on n'a pas l'accompagnement. On a des mamans ou des papas justement qui n'ont pas la possibilité de pouvoir apprendre à leurs enfants. Et c'est cette population justement, je pense qu'il faut aller chercher. Donner des conseils, nous dire que voilà, il faut pas laisser l'enfant lui aller jouer au foot et lui faire ses devoirs, je vous dirais c'est BABA. C'est tout parent va demander à ses enfants d'étudier. Encore faut-il soit apprendre aux parents, soit apprendre aux enfants. Et moi je sais que voilà, il y a un truc qu'on a du mal à développer à Nanterre. Bon,
c'est la culture de la réussite. Il ne faut pas avoir honte de dire j'ai envie de réussir. Réussir dans tous les sens, c'est-à-dire réussir à l'école, réussir dans la création d'entreprise. Ne pas avoir de diplôme, ça peut être aussi, c'est pas forcément un échec. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui sont chefs d'entreprise. On a des gens qui s'investissent et il faut les pousser. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui, en tout cas du futur maire de Nanterre, c'est de se mouiller la chemise et de se dire, voilà, on va aller chercher justement ces populations justement qui n'ont pas la chance et qui représentent peut-être 80% de la ville. Parce qu'on a des représentants, on a des intervenants. Monsieur qui a parlé tout à l'heure fait du conseil indépendant. Vous avez un certain statut. Vous savez, quand on a un certain statut, forcément, on a une aisance avec les enfants. On peut voyager, on peut partir en vacances, on voit d'autres choses. Et quand vous êtes qu'à Nanterre, et vous rentrez qu'à Nanterre, avec une population qui vous ressemble à pratiquement 90%, c'est difficile d'ouvrir les yeux. Et ce qu'on attend, en tout cas, moi, ce que je vais demander aujourd'hui à Camille, en tout cas, c'est de vraiment promouvoir la réussite partout, par l'école, par le travail, par l'anglais, tu l'as dit tout à l'heure, mais aussi vraiment valoriser les gens, et pas seulement par le foot ou par la musique. Voilà, moi je m'adresse aux gens un peu qui me ressemblent, on mérite mieux que la musique ou le foot, voilà. On mérite aussi un jour d'avoir quelqu'un qui nous représente. Voilà, merci. On est un peu sans voix tellement on a envie on a cette même volonté. Voilà. Il y a du volontarisme, je pense, qui est sensible dans notre équipe. Il y a oui, excusez-moi, papier. Il me reste. Camille va prendre un temps pour faire un peu la synthèse et vous dire un peu les choses. Allez, une dernière question. Quelqu'un qui ne veut pas partir sans avoir posé sa question. Je reprends là. En fait, j'ai 4 grands chapeaux. L'excellence à l'école, l'épanouissement, les partenaires et puis l'orientation à l'emploi. Oui. Allez, une dernière main levée. Allez, une maman. Oui, il y a quelque chose dont on n'a pas vraiment entendu parler ce soir. C'est court, hein, 2 heures. Hein. C'est la mixité sociale à l'école. Ouais. Moi, je suis maman de 3 enfants et assez rapidement, je me suis rendu compte que la mixité sociale à l'école, elle n'existe pas à Nanterre. Et on est... Il y a des familles qui ont les moyens de mettre leurs enfants dans des écoles privées, donc on les ghettoise aussi. Oui. Et puis il y a les familles qui ne peuvent pas et qui sont ghettoisées aussi à leur manière. Et donc, s'il n'y a pas cette mixité, eh ben, je ne sais pas comment on peut. C'est toi qui vas répondre à ça. C'est l'assignation à résidence. Et voilà, on va conclure avec ça. Et il y a beaucoup de questions. J'ai donné ma parole au départ qu'on allait répondre à tout. Donc ça veut dire qu'il y a Facebook, il y a des réseaux, on ne va pas s'échapper. Donc si vous voulez nous attraper à la fin, là, on y va vraiment, on veut répondre franchement. On a bossé et avant 2 heures, on ne peut pas tout dire. Donc je laisse la parole à Camille qui va essayer de faire la synthèse, exercice d'équilibriste. Alors merci à tous. Encore une fois, de la qualité. Je suis extrêmement impressionnée de l'ensemble des interventions que vous avez eues ce soir et qui posent parfaitement le problème. Et je vous remercie, mesdames, et je commencerai par là, d'avoir recentré le sujet sur la mixité sociale, parce que tout démarre de là et votre question, elle nous interpelle, bien sûr, sur ce qui se passe dans l'école, mais sur ce qui se passe autour. Parce qu'on ne crée pas de mixité sociale si on ne s'intéresse pas à nos bâtis, à nos quartiers. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les gens vivent ensemble et qu'on ne soit pas, comme vous l'avez dit Armel au début de la réunion, et c'était la première intervention, donc la boucle est bouclée, assignés à résidence, chacun dans nos quartiers. C'est le cas à Nanterre. C'est le cas à Nanterre et c'est le cas dans toutes les écoles, ce qui fait que dans les éléments de constat qu'on a évoqués, il y a la fuite de nos établissements scolaires, la fuite vers le privé et la fuite vers les autres villes, parce qu'à un moment donné, quel que soit le milieu, quel que soit le quartier, on fait le constat que l'école, il n'y a plus de mixité sociale et que pour nos enfants, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc là-dessus, je vous dis juste un mot pour vous dire qu'il y a un programme qu'on mettra en place sur le logement, sur la sécurité et sur le cadre de vie. Parce que tant qu'on ne donne pas envie aux gens dans certains quartiers d'aller habiter et de vivre, on ne créera pas une mixité sociale. Ça, c'est le premier point. Et tant que dans nos écoles,
Et je pense à celle-là parce qu'elle pourrait être un exemple de mixité sociale. Vous allez à la fois la cité Berthelot et en même temps les quartiers pavillonnaires. Et vous pouvez être dans un endroit où vous devriez avoir de la mixité sociale. Et il n'y en a malheureusement pas, ou pas assez, parce qu'à un moment donné, on va ailleurs. Et ça, et je reviens à notre sujet de la soirée, c'est l'attractivité de l'école. Et malgré le volontarisme de l'équipe qu'il y a dans cette école et du directeur que vous avez aperçu tout à l'heure, ben, on n'y arrive plus, parce que les parents, tout simplement, au bout d'un moment, ils disent ah, je fais des efforts, je mets mon enfant ici, je tiens, et puis au bout d'un moment, ils finissent par, ou au collège ou avant, et ben, emmener les enfants ailleurs. Parce qu'on ne peut justement pas laisser nos enseignants seuls. Et parce qu'on doit mettre en place tout ce qu'on a essayé de vous dire ce soir dans nos écoles. On doit accompagner les enseignants dans leur formation, on doit accompagner les activités périscolaires. Et encore une fois, je ne sais pas pour... vous mettez de l'anglais dans une école comme ici, et vous dites que les enfants, dans 5 ans, ils ressortent en parlant anglais, je suis sûre qu'il y a des parents qui vont s'interroger sur garder ou mettre leurs enfants dans une école comme ça. Vous promettez un programme d'activité culturelle de grande qualité, d'excellence, disons le mot, on l'a dit ce soir, d'excellence, avec le théâtre des Amandiers, pour ne citer que le théâtre qui est à 400 mètres à pied en haut de l'avenue. Vous mettez en place un programme culturel de ce type, c'est formidable. Vous apprenez à nos enfants le code informatique, vous leur apprenez l'entrepreneuriat, et vous leur apprenez toutes ces compétences qu'on a touchées du doigt toute la soirée. La bienveillance, parler à l'oral, être épanoui, savoir mener un groupe, savoir s'entendre dans un univers de classe, porter ses camarades sur des projets. Vous leur apprenez tout ça et les enseignants ne peuvent pas être seuls à le faire. Et bien votre école, Balzac, qui a tout ce qu'il faut pour être une école d'excellence, et ben elle va finir par attirer les gens tout autour et la mixité sociale, elle va revenir. Alors on ne fera pas des promesses qu'on ne peut pas tenir, ça ne se fera pas en 6 mois. Ça prendra du temps. Et je pense, et je conclurai par là, et vous l'avez vu ce soir, notre équipe en a l'énergie et la volonté. Ce qui nous anime tous, vous en avez entendu plusieurs, autour de l'intervention de Jeanne, qui est vraiment notre philosophe sur ce sujet. Elle incarne notre manière de penser, de ne pas faire des grimaces derrière dans le regard des autres. Bah ouais, voilà, psychologue philosophe. Tu incarnes notre façon de penser. Vous l'avez vu, on a cette volonté. Donc je m'adresse à chacun droit dans les yeux, parce qu'encore une fois, ça me plaît de vous voir tous, parce que vous venez de tous les quartiers, tous les milieux et tous les univers, parents, acteurs associatifs, entrepreneurs, etc. Je vous vois tous là réunis. Et vous le savez, ce qu'on va faire, ce qu'on a dit là, on le porte en nous, c'est le cœur de nos convictions. Et chacune des personnes qui a parlé ce soir a un métier, a une famille, aime sa vie. On a de la chance. On l'a parfois mérité, on a travaillé, on est là, on est bien. Et on a envie de donner, de rendre, parce que ce qui nous plaît, c'est la capacité à porter des solutions et à agir. Et je prends juste mon exemple pour vous parler de ce que je connais le mieux, c'est ma vie à moi. Elle me va très bien, ma vie. Je suis très heureuse, j'ai 3 enfants, j'ai 34 ans, j'ai un mari, une famille formidable, une vie à Nanterre de qualité, dans un quartier de qualité, un boulot qui me passionne, j'adore aller au travail tous les matins, tout va bien. Ben, en fait, non, tout va pas bien, parce qu'il me manque cette envie d'agir et de pouvoir dire, ouais, dans 6 ans, j'aurais eu cette équipe, j'aurais eu des résultats. Et l'école Balzac, dans 6 ans, on aura recréé la mixité sociale, avec tout le monde. Et je crois que, enfin moi, c'est ce qui m'épanouit. Voilà, c'est de me dire, on va porter ce projet-là, et ensemble, avec juste notre énergie, laissant nos convictions partisanes de côté, c'est pas ce qui nous réunit. Ce qui nous réunit, c'est de porter une idée, un projet, et de l'emmener au bout. Et on le fera avec tout le monde. C'est vraiment le cœur, vous avez senti notre esprit ce soir, vous avez senti notre volonté, vous avez vu les compétences que nous avons autour de la table, ou pas de table. Voilà, on est là, on est pour vous. Quand on a écrit pour vous sur l'affiche, c'est pas du blabla. D'ailleurs, ça me plaît pas du tout, ceux qui ont mis l'affiche là, qui est une équipe merveilleuse, hein, ils font un travail de dingue, mais ils ont caché un dessin d'enfant, et je pense que c'est quand même beaucoup plus joli qu'il y a en dessous de l'affiche. Mais bon, pour vous, c'est pas de la
c'est pas de la blague, c'est pour vous. On ne serait pas ailleurs si ce n'est pour vous. Voilà, on serait chez nous, tranquillement, à lire un bouquin, à regarder la télé ou à être avec nos enfants. Et on est là ce soir pour vous, pour nous. C'est ça qui nous motive. Et merci à vous d'être venus ce soir si nombreux nous écouter. Merci à la formidable. Merci à Jacqueline, un grand merci pour ce matin qui est venu. Et moi, je vous applaudis parce que vous avez été évoqué par la qualité de votre présence. Merci à vous. Et vous l'avez compris, rendez-vous jeudi prochain pour un débat sur la qualité de vie, le cadre de vie et la ville de demain au Mont-Valérien. Merci beaucoup.